Dynamicienne, dynamicien, chaque année, les fans de catch attendent avec impatience WrestleMania. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette route édition 2026 a laissé beaucoup de gens pantois, pour faire référence à Sturie. Sur ce, autant parler de catch de façon générale et de ce que vaut le produit WWE avec une passionnée. Ici, vous le savez, dans ce nouveau rendez-vous, ce sont des parcours à la fois passionnants, inspirants et atypiques. Ici, soyez vous-même, faites ce que vous voulez, dites ce que vous voulez, parce qu'on est en famille. Avant de commencer, permettez-moi, comme à mon habitude, de vous introduire de manière légale, consentie et non sexuelle, faut toujours le rappeler, l'invité de cette semaine. Jamais le catch n'a été aussi populaire, accessible et influent qu'aujourd'hui. Un engouement qui se remarque par le nombre grandissant de créateurs qui partagent leur amour de ce divertissement sportif. Mais contrairement aux clichés et idées reçues, le catch n'est pas exclusif aux hommes. Non, de plus en plus de femmes s'intéressent à ce sport spectacle et expriment leur passion aux yeux du monde. Et c'est le cas de notre invitée. Que ce soit sur YouTube, TikTok, Twitch ou encore Instagram, elle partage sa passion et son quotidien en tant que fan de catch avec beaucoup d'envie et de splendeur, mais surtout de pertinence. WWE, AEW, circuit indépendant, structure francophone, avec elle tout y passe avec l'objectif de démocratiser la discipline et de donner envie d'en découvrir plus. Elle représente fièrement la communauté catch en Belgique francophone. Il est temps d'en savoir plus sur sa vie, son parcours et sa passion. So, ladies and gentlemen, please welcome Abibata Barry, a.k.a. Abi, a.k.a. Catch by Abi. Salut, merci pour cette introduction digne d'un Paul Heyman, faut dire les termes. Et, ça, c'est un compliment. Ça, c'est vraiment un vrai compliment. Et non, vraiment, ça fait plaisir d'être ici, de partager ce moment, de partager autour de notre passion, d'en parler, et surtout après cette route vers WrestleMania qui fut, ma foi... ouais, voilà, un peu compliqué, faut dire les termes. Et non, vraiment, merci pour l'invitation, c'est avec plaisir. Merci d'avoir accepté. De rien. Je t'ai découvert il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux. Okay. Et une fois que j'ai découvert ton contenu et que je t'ai entendu parler, je me suis dit, il faut que je l'invite. Il faut que je l'aie. Excellent. Et du coup, je commence toujours par une question simple. Parce que c'est une question que l'on pose pas vraiment, où on la pose et on s'en fout un peu de la réponse. Comment ça va ? Eh bien, écoute, ça va. Ça va en général dans la vie. Tout est OK. J'essaie de, encore une fois, partager ma passion au mieux, de parler avec les gens, de leur montrer ce que j'aime pas, ce qui m'attire, ce qui ne m'attire pas. Et voilà, enfin, j'essaie de faire tout ça tout en essayant de mettre le tout... en essayant de concevoir le tout avec ma vie privée, où je suis, faut le dire, j'ai 21 ans, je suis étudiante en sciences politiques, et à côté de ça, je fais de la création de contenu, je sors des vidéos quasi tous les jours. C'est un peu compliqué niveau vie privée, niveau temps aussi, mais sinon, j'aime beaucoup ce que je fais, donc c'est toujours avec passion, donc franchement, j'adore. Tu as différentes facettes. Tu es fan de catch, tu es youtubeuse, tu es créatrice de contenu, tu es étudiante en sciences politiques en Master 1. Ouais. Chanteuse à tes heures perdues aussi. Chanteuse à mes heures perdues, ouais. Mais toi, tu te définirais comment ? Comment est-ce que je me définirais ? Je me définirais, je dirais, polyvalente. Peut-être polyvalente ou... comme un couteau suisse, je dirais. Qui aime un peu de tout. Dans mes passions, première passion, ça reste le catch, on va pas se mentir. Deuxième passion, la musique, comme tu as pu le décrire. Troisième passion, je suis aussi danseuse. Je ne montre pas forcément sur les réseaux sociaux, mais j'ai un problème d'épaule qui fait que je peux plus trop danser actuellement, mais je suis aussi danseuse. Et quatrièmement aussi, j'adore la technologie en général. Je suis une grosse fan de technologie. C'est pour ça que, juste avant, je vous demandais par rapport aux caméras et tout, les objectifs, etc. Parce que j'adore ça aussi, que ce soit tech, téléphone, caméra, tout ce qui est relié à la tech, en fait. Je kiffe ça. Et en plus, je travaille dans un endroit relié à la tech aussi à mes heures perdues. Je ne vais pas citer le nom ici, il ne faut pas non plus que les gens viennent, mais voilà. Alors, en famille, j'ai construit ce podcast comme une sorte de voyage dans le temps. Donc, on va revenir sur les moments, on va dire, clés de ton parcours et de ton aventure sur les réseaux sociaux. Donc, est-ce que tu es prête ? Allons-y. Le rewind, c'est tout de suite. Back in time. On va démarrer avec une année que j'aime beaucoup. C'est 2007. Alors 2007, ce que j'aime faire dans cette émission, c'est mettre en parallèle ta vie, tes accomplissements et ce qui s'est passé dans l'actualité. 2007, c'est Nicolas Sarkozy, président de la République. Ouais. C'est Obama qui remporte les primaires démocrates pour les élections 2008.
toi qui aimes la technologie, c'était une révolution avec l'arrivée de l'iPhone, le tout premier iPhone. Alors, il y a eu la crise des subprimes, le début de la crise des subprimes, le dernier tome d'Harry Potter, Les Reliques de la Mort, qui est sorti. 2007, tu n'avais que 3 ans, mais c'est à ce moment-là que tu as commencé à avoir des souvenirs de catch, en fait. C'est Ouais. peut-être ton amour a commencé en 2007 Ouais. avec un certain L'Undertaker. Ouais. Quelle est ta définition du catch pour toi? Actuellement, le catch, je dirais que c'est comme un échappatoire. C'est comme un retour à l'enfance, je dirais, d'une enfance que j'aime vivre, que j'aime revivre. Ça me rappelle surtout tout ça. J'allume ma télé et je me dis pendant quelques heures, j'oublie un peu ce qui se passe autour de moi et je me concentre à fond dans ça en voyant un peu. Enfin, ça, c'est des phrases que je disais quand j'étais petite, hein, mais en voyant un peu ces héros, ces Superman un peu, ces superstars, nous vendre du rêve, ce qui se passe sur le ring, nous raconter des histoires qui continuent toujours, qui au bout de je ne sais combien de temps. Non, c'est comme un échappatoire pour moi le catch, honnêtement. Donc c'est comme ça que je le définirais. Ta passion, elle est née comment? C'est tout con, mon père il mettait du catch à la télé. C'est vraiment tout bête. Il mettait du catch à la télé et moi j'étais là. Sauf que du coup, on regardait avec toute ma famille, hein, ça c'est sûr. Toute Moi, ta famille est fan de catch? était. Était. Du coup, moi, j'ai continué. Enfin, c'était surtout vers 2015, je dirais, ils ont arrêté. Et moi, j'ai continué. Il y a eu la révolution féminine en 2015 et ça m'a encore plus donné envie de continuer. Donc, la rivalité Charlotte-Sacha Banks, j'ai adoré. Et moi, j'ai continué. L'Undertaker, du coup, 2007. Personnellement, j'avais peur de lui. Sauf que cette peur, en fait, m'attirait. J'avais encore plus envie de regarder, en fait, parce que ça m'attirait. Et au final, j'avais plus trop peur. Et c'est comme ça que c'est devenu un peu mon Ouais, goat. du coup, 2007, c'est rivalité contre Batista, Batista, ouais, c'est ça, WrestleMania 23. Exactement, c'est le plus vieux souvenir que j'ai de catch. Donc voilà. J'avais déjà 12 ans, moi, en 2007. Aïe, Enfin, aïe, bon. aïe, aïe, aïe. Alors, le catch n'a pas toujours eu une bonne réputation auprès du public et des médias. Non. C'était assez niche. Il y a eu Mhm. beaucoup de dénigrement pour le côté spectacle et aspect scénarisé. Mhm. Est-ce qu'en tant que fan de catch, tu as subi ou subi encore des moqueries ou des interrogations? Pas du tout. J'étais vraiment la personne qui assumait à 100% et pleinement qu'elle était fan de catch. Dès que j'allais à l'école, je le disais clairement, moi, je suis fan de catch, j'adore ça. Et je pense qu'à partir du moment où tu as une certaine confiance de le dire et que tu l'assumes pleinement, bah, les gens ils vont juste l'accepter et se dire, bon, c'est sa passion. Et carrément, en fait, à toutes les années auxquelles j'y étais, enfin, je pense surtout au secondaire, dès que je disais ça, bah, du coup, les gens s'intéressaient autour de moi à pourquoi est-ce que j'aimais ça. Et du coup, à chaque fois, les gens, ils en mettaient à la télé. Et du coup, ils revenaient le lendemain. Putain, j'ai vu ça à la télé, j'ai vu c'est passé ça. Et tiens, il y avait Rey Mysterio, tiens. Et du coup, limite, grâce à moi, d'une certaine manière, ils essayaient un peu de comprendre pourquoi est-ce que j'aimais ça. Dès qu'ils venaient à Forêt Nationale, putain, Abby, tu sais, qu'ils viennent à Forêt Nationale, je fais oui, oui, t'inquiète, je sais, je compte y aller et tout. Et non, j'ai jamais subi de moquerie ou quoi. Et je pense que c'est peut-être cette confiance en moi qui a fait que j'en ai jamais eu et que j'assumais pleinement et que c'était pas un truc que j'essayais de cacher. Parce que pour moi, dès que tu essaies de cacher un truc, c'est comme si tu en avais honte. Et pour moi, en fait, être fan de catch n'est pas synonyme de honte. Donc, je l'assumais totalement et à fond, quoi. Alors, autrefois, c'était honteux de regarder du catch. On s'en vantait pas trop, mais aujourd'hui, on sent une véritable hype, une Ouais. véritable tendance autour Ouais. du divertissement sportif. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Comment est-ce que tu expliques cet engouement depuis plusieurs années? Je dirais, tout d'abord, c'est peut-être des gens qui avaient arrêté, du coup, comme ce que j'explique avec ma famille, là, qui avaient arrêté peut-être vers les années 2010, qui là revoient un peu le gros boom avec WrestleMania 40, avec tout ce qui s'est passé, avec toutes ces stars de l'époque qui revenaient un peu pour faire une sorte de passage de flambeau à la nouvelle génération. Et moi, je pense que c'est ça qui devrait expliquer. Et l'arrivée aussi sur Netflix, hein, on va pas se mentir, ça joue énormément. Je connais beaucoup de gens qui ont repris du fait que c'était revenu en fait sur Netflix et le fait qu'on en voit partout sur les réseaux sociaux. Qu'on dise ce qu'on veuille, en vrai, les influenceurs ont aussi joué, les influenceurs invités par la WWE. Je pense notamment à Logan Paul, a aussi une part dans ça, parce que j'ai des potes à moi qui ont vraiment rien à voir avec cette passion, hein, encore aujourd'hui à l'université, qui me disent ah putain, j'ai vu Aisho Speed au show, what the fuck, qu'est-ce qui se passe voilà, j'ai Il y a vu pareil Logan avec Paul. Bad Bunny aussi. Et avec Bad Bunny aussi, il a vraiment. J'ai l'impression qu'il a fait en sorte que c'est devenu un truc cool, parce que c'est quand même l'un des chanteurs les plus streamés d'aujourd'hui, hein, clairement, avec l'un des albums les plus vendus. Et je pense que ça a aussi aidé le fait qu'il donne un peu cette crédibilité, je dirais, aux États-Unis. Et du coup, c'est ce qui est arrivé petit à petit ici en Europe derrière. Donc, non, franchement, qu'on
quoi qu'on en dise, qu'on les déteste ou qu'on les aime pas, ils ont peut-être joué une part de responsabilité. Après, ça marche pas toujours. Ça marche Travis pas toujours, Scott, on non. a la preuve. Faut dire les termes, ça marche pas toujours. Travis Scott, voilà, Travis Scott. Mais pour autant, est-ce que tu ressens encore une forme de dénigrement autour du catch aujourd'hui? Oui. Oui, il y en a toujours. Rien que quand je vois sous mes commentaires, quelquefois, t'as toujours un peu des personnes qui se pensent un peu, je veux dire les termes, des personnes qui se pensent un peu plus intelligentes que nous. Comment ça, tu te poses pendant 4 heures devant un truc qui est scénarisé? Je suis en mode, comment, enfin, moi, j'essaie de répondre de manière un peu sèche, de la même manière que la personne a répondu aux commentaires. Mais oui, il y a une sorte de dénigrement, mais moins qu'avant. Dans le sens où, par exemple, j'ai remarqué qu'en 2016-2017, quand tu disais que tu regardais, bah, on dénigre moins qu'aujourd'hui, par exemple. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'avec TikTok aussi, le fait d'avoir beaucoup de reacts aide aussi à un peu plus démocratiser le catch derrière. Donc voilà. Alors, tu collabores souvent avec la Bodyzoy, Ouais. qui est une structure de catch belge, francophone. Mhm. En te suivant, d'ailleurs, c'est très agréable de suivre ton travail parce que moi, je suis une vraie bille en termes de structure francophone, etc. J'y Mhm. connais rien. Mhm. Alors là, du coup, j'ai découvert la PC, j'ai Ouais. découvert la Bodyzoy, Ouais, etc. ouais. Et en fait, en regardant ton travail, je me suis demandé, est-ce que travailler dans l'industrie du catch, ça fait partie de tes objectifs sur le long terme? Je l'ai jamais dit en interview ou dans ce genre de contexte-là. Alors oui, un peu. Ça, c'est un de mes objectifs. Je suis étudiante en Sciences Po. Je fais des études parce que j'aime faire des études. J'adore ça, j'adore la politique. Mais je ne me vois pas à long terme travailler dans ça, honnêtement. Si je peux faire quelque chose qui me passionne et qui est relié en plus de ça dans ma passion, en parler tous les jours, ou pourquoi pas faire commentatrice, ou pourquoi pas faire, je sais pas, moi, faire des annonceuse ou quoi. Si je peux, je le fais, honnêtement. Et ouais, avec la Bodyzoy et tout, franchement, on collabore assez souvent, c'est assez chouette. Et il y a beaucoup de structures indépendantes francophones qui aujourd'hui connaissent un engouement fou, encore une fois, grâce aux réseaux sociaux. Et c'est vraiment chouette à voir, parce qu'avant, c'était pas, je dirais, il y a 7 ans, enfin, quand je parlais de la PC, c'est pas ce qui est devenu la PC aujourd'hui, quoi. Donc c'est assez fou de se dire ça. Et vous l'avez entendu ici, en exclusivité, dans En Famille. Et devenir catcheuse professionnelle, c'est quelque chose qui t'a effleuré? Non, vraiment pas. On me demande souvent, même des catcheurs m'ont déjà posé la question, tiens, pourquoi tu vas devenir catcheuse? Franchement, ça m'intéresse pas. Je suis quelqu'un qui me blesse assez facilement, donc j'ai un peu la flemme. Mais après, là, ces derniers temps, je sais pas pourquoi, ça a commencé à un tout petit peu effleurer mon esprit. Mais pas beaucoup, mais un tout petit peu, je dirais. Genre, si je peux au moins essayer quelques prix sur le ring, pourquoi pas? On passe en 2022. Bon, 2022, fin de la pandémie de Covid-19, retour de la liberté, Macron qui gagne à nouveau les élections. Et si on doit rester dans le catch, je pense que l'actualité qui a le plus marqué les gens, c'est la retraite, entre guillemets, de Vince McMahon, qui a donc laissé sa place à Nick Khan, mais surtout à Triple H au niveau créatif. Mais 2022, c'est aussi tes débuts sur YouTube. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans cette aventure? Comme dit plus tôt, déjà 2022, ça marque aussi la fin de mes secondaires. J'avais 18 ans, juillet 2022, je vais à peine avoir 18 ans. Je me suis dit, j'aimais déjà faire du montage avant. J'en faisais déjà quand j'avais, allez, je dirais 12-13 ans. Des montages un peu sur des catcheurs, des catcheuses, AJ Styles, Becky Lynch. J'aimais bien faire ça. Donc je me suis dit, ok, t'es quelqu'un qui parle beaucoup. T'adores parler de ta passion. Est-ce que tu te lancerais pas sur YouTube? Du coup, genre en avril 2022, je me suis dit, ok, pendant les vacances, je le fais, j'aurai le temps. Et je l'ai fait. Et SummerSlam 2022 fut le premier show dont j'ai fait une review. Et c'était un show de malade. Franchement, le show, il était chouette, il était vraiment cool. Et la vidéo a pris. Tu sais, j'avais pas regardé. J'étais sortie avec une pote, genre 2 jours après, j'avais pas regardé les stats encore. Et à un moment, on est dans le tram, on s'est dit, bon, viens, on va regarder. Et je vois que j'avais quasi 1000 vues. Je suis en mode, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, genre, et après, du coup, ça a continué. Après, YouTube, c'est ça le souci aussi. J'ai eu ma vie universitaire qui est venue là. Et donc, prendre le temps de faire des montages et tout, c'était un peu plus compliqué, sachant que j'ai quand même envie de délivrer un contenu qui est assez quali. Mais là, je reviens un tout petit peu. J'ai trouvé mon rythme. Donc, T'arrives à concilier les deux? j'arrive à concilier les deux, honnêtement. C'est encore un tout petit peu compliqué, mais c'est pour ça que je disais que là, Mania, ça m'a un peu fatiguée, parce que j'ai sorti, je dirais, 4 vidéos en 5 jours, et regarder le show en plus, et pas Après, dormir. c'est WrestleMania, c'est obligé. C'est obligé, c'est ce que je me suis dit aussi, et que j'allais prendre le temps de me reposer, pourquoi pas, après. Donc, non, mais j'adore en parler, j'adore faire du montage derrière, ça ne me fait vraiment pas
Enfin, j'adore ça, en fait. J'adore ça. Alors, tu Ouais. proposes des reviews, des Ouais. réactions à l'actualité, des vlogs aussi. Mhm, Tu totalises 3000 abonnés pardon, Mhm. pour 53 vidéos. mhm. Et j'ai compté, c'est 65 000 vues au total. Ouais. Toutes plateformes confondues, tu totalises 17 000 personnes qui te suivent. Alors, juste à titre Ouais. de comparaison, Ouais. l'ING Arena, c'est 12 000 places. Ouais. Donc, du coup, ça permet de mesurer ton audience. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tu as réussi à fédérer autant de gens en 4 ans sur les réseaux? J'arrive pas à y croire. Je vais pas vous mentir, j'arrive pas à y croire. Je suis là en mode. Enfin, rien que là, j'ai été à un show à Charleroi et t'as genre, je sais pas moi, 5-10 personnes qui sont venues me voir en mode putain, j'adore ce que tu fais sur les réseaux sociaux, je kiffe trop tes avis et tout. Et je suis en mode, mais. Enfin, moi, je suis juste une fille. J'allume ma caméra dans la chambre, j'ai un micro et je parle. C'est tout ce qui se passe. Et enfin, même mes potes, enfin, quand ils voient mes chiffres, ils sont là, putain, mais meuf, c'est une dinguerie. Et moi, je suis en mode, bah, je sais pas, oui, je prends en abonné, oui, mais Mais c'est surtout voilà. pour le thème du catch, qui est quand même assez niche encore C'est sur ça. YouTube. Ouais, Alors oui, c'est il y a ça. des gros youtubeurs, je pense à Astury ou Mhm. Ali de Catch Club, Ouais, ouais. qui ont plus de 150 000 abonnés, 300 000 Mhm. abonnés. Mais ça reste des exceptions. Le reste, en réalité, c'est assez Ouais, partagé. c'est ça. Donc se faire tout de même une place Ouais. honorable dans ce milieu, c'est quand même quelque C'est chose. assez. Franchement, c'est assez. Bah, je suis honorée, quoi, tout Tu simplement. t'attendais à un tel engouement? Non, non, non. Sachant que je suis belge et qu'en plus je suis une fille, mais d'autres personnes me l'ont dit que c'était peut-être un avantage du fait que je sois belge et qu'en plus une fille, parce qu'il n'y en a pas vraiment Il n'y en a pas énormément, beaucoup, hein, oui. on va pas se mentir. Et TikTok, par exemple, c'est un bête truc. Hein. C'est juste un de mes collègues au travail qui m'a dit, toi, je te vois bien aller sur TikTok, c'était il y a 2 ans. Et toi, je te vois bien parler sur TikTok, je sais pas pourquoi. Et j'avais plusieurs potes, ils m'ont dit ça pareil. Il faut savoir que j'avais pas TikTok à l'époque. Hein. Enfin, moi, j'avais encore cette image de TikTok scroller à l'infini, je kiffe pas ça. Encore aujourd'hui, je suis pas quelqu'un qui scrolle à l'infini sur TikTok. Hein. Je fais juste ma vidéo et après, je me casse de l'application. Je regarde juste quelques trucs. Je soutiens un peu les autres créateurs de contenu, ce qu'il faut aussi. Et voilà. Et voilà. Et franchement, c'est assez chouette. C'est assez chouette. Vous êtes de plus en plus à partager votre passion du catch. Mhm. On sent une sorte de bienveillance. Mhm. Vous faites souvent des lives ensemble, Mhm. vous faites des collaborations. Mais pour autant, est-ce qu'il y a une forme de concurrence à celui qui veut aller le plus loin, à celui qui veut faire les meilleurs stats? Vraiment pas. Pour le coup, vraiment pas. Surtout avec cette nouvelle génération d'aujourd'hui. Je ne veux pas parler pour l'ancienne, hein, mais surtout avec les générations d'aujourd'hui, honnêtement, il y a que de l'entraide. Il y a vraiment que de l'entraide. Je parlais encore avec... je parle souvent, par exemple, avec Café Catch, JD, Ringside Story aussi, Pierre Luc, enfin... ce genre de créateurs de contenu-là, sur TikTok, qui ont émergé grâce à TikTok, franchement, il n'y a que de la bienveillance autour de ça. Pas de concurrence, ça c'est sûr à 100%. Alors, quand on crée du contenu, on est malheureusement confronté à la critique, Ouais. aux insultes, Mhm. et dans les cas les plus extrêmes, à l'harcèlement, aux menaces. Mhm. Et bon, c'est un secret pour personne. Malheureusement, quand on est une femme sur les réseaux, ben, ce sentiment, ce phénomène est amplifié fois pire, 100, ouais. fois 1000. C'est pire. Est-ce que tu es confronté à ça? Est-ce que tu arrives à gérer malheureusement ce problème sur les réseaux sociaux? Malheureusement, ça m'arrive assez souvent. On va pas se mentir. Une fois, j'étais du coup sur mon lieu de travail et t'as un abonné qui est venu me voir. Je fais bon, pourquoi pas? Why not? Du coup, je me parle un peu. C'était après quel show? Je ne sais plus. Survivor Series? Je sais plus. Bref, je lui parle un peu. Enfin, moi, je me dis, ok, c'est pas grave, il me voit, je vais parler un peu avec lui. Même si dans un autre cadre, j'aime pas. C'est pas que j'aime pas qu'on vienne me voir, mais pas trop longtemps non plus, parce que je travaille. Enfin, c'est pas l'endroit le plus privilégié. Et du coup, on parle. Je fais, ok, d'accord, faut que je coupe court à la conversation. Du coup, je pars, je fais genre, je me prends un café à l'arrière. Et après, pour revenir, je me dis, bon, il sera peut-être parti, je ne sais pas. Et en fait, non, il tournait encore autour. Et du coup, j'ai prévenu un collègue. Qui est resté avec moi. Du coup, je lui ai dit, mais mec, il veut pas partir. Et je voulais pas lui dire, mais je suis pas quelqu'un de méchante. Hein. J'avais pas envie de lui dire méchamment. Putain, casse-toi, en fait, casse-toi. Et, vraiment, il est resté là, je dirais, allez, quasi 1h30. Hein. Et en fait, comme si en fait, j'étais dans ce rayon-là et lui, il était dans l'autre. Et c'est comme si en fait, il rôdait autour. Et j'étais en mode, un peu chiant, quoi, un peu chiant. Et même après des shows, hein, après des shows WWE qui se passent à Forêt Nationale, t'as des gens qui se croient tout permis. Enfin, moi, après un show, j'aime bien mettre mes écouteurs ou mon casque, prendre le bus et rentrer chez moi tranquillou bilou, ou quand je suis pas avec mes potes. Et sauf que là, t'as des gens, ils se disent, je vais me mettre à côté d'elle, comme si on allait rentrer ensemble. Et je suis en mode, bah non. Enfin non, et j'arrive pas à être méchante sur ce coup-là. Enfin, je me suis un peu, non pas déstabilisée, mais je me dis,
il y a une vie privée derrière Ouais. aussi, tu vois. Il y a ce truc de, ok, je veux bien parler avec vous pendant les shows, mais derrière, j'ai bien envie aussi d'avoir mon petit moment intime. Souvent, j'appelle mon meilleur ami après des shows ou quoi pour lui expliquer un peu ce qui s'est passé. Et là, j'avais même pas eu l'occasion de faire ça, donc je suis bon, un peu chiant, quoi. Est-ce que ce genre d'incident te force à créer une barrière entre toi et la communauté qui te suit? Pas quelqu'un qui aime bien créer des barrières. Je me dis qu'à partir du moment où je suis sur les réseaux sociaux, forcément, je verrai forcément des gens qui viendront me voir et qui voudront me parler avec plaisir, hein, bien sûr, mais quand je dois partir, par exemple, ou quand je leur dis, bon, en- je coupe court à la conversation, je coupe court à la conversation. C'est-à-dire que la conversation, elle est finie. Pas que tu vas commencer à me suivre et pour pas m'obliger à me parler, mais carrément, une fois, il y a un mec il m'a obligé à m'abonner à son compte, par exemple. Je suis en mode, waouh, ok, on est à ce point-là. Enfin, c'était assez déstabilisant sur ce point-là. Il y a des gens qui sont assez intrusifs. Ouais, beaucoup trop, je trouve. Est-ce que ce genre d'incident, après ce genre d'incident, il y a eu des moments où tu as réfléchi ou pensé à mettre cette aventure en suspens ou à arrêter de faire des vidéos? Non, pas du tout. Je me dis, malheureusement, on est dans cette société, hein, malheureusement, on est dans un truc où tu as des gens, ils vont quand même continuer à te suivre. Il y a qu'à voir ce qui s'est passé à Paris quand ils sont venus. La WWE est allée à Paris et j'ai vu le truc avec Rhea Ripley. J'étais pas bien. J'étais pas bien Ouais. pour elle. Il y a eu le même phénomène lors de WrestleMania 42. Dans Ouais, l'hôtel, il y a dans beaucoup de l'hôtel. fans qui se Ouais, sont. j'ai lu ça, j'étais là en mode waouh, putain, mais laissez-les avoir cette coupure en Ouais. fait. Il faut, et c'est pas le moment propice à aller les voir. C'est pas comme si tu le croisais dans la rue, vas-y, en deux spies, vas-y, je prends une photo avec lui, tu vois. C'est Mhm. vraiment, t'es dans l'hôtel, c'est même pas devant, t'es dans l'hôtel. Donc la personne, elle a même pas encore cette barrière qui puisse venir Ouais, là. c'est surtout que ça pousse des gens qui sont gentils de base à jouer le rôle du méchant. On a eu Exactement. CM Punk qui a Ouais, pris le ouais. téléphone du fan qui l'a jeté au Qui sol. l'a jeté, ouais. D'ailleurs, le fan a porté plainte et il réclame des excuses à CM Punk. Moi, j'ai juste envie de dire, personnalité publique, d'accord, mais c'est pas pour autant que on est vos amis ou quoi que ce soit. Non, voilà. J'ai vu la vidéo du mec. Hein, le mec, il était vraiment comme ça, en train de filmer AJ Lee et Bailey en train de Vraiment, il filmait en 360 degrés. Je me dis, mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qu'il gagne à faire ça? Enfin, à la limite, si tu veux prendre une photo, tu demandes gentiment. Si tu te prends un refus, eh bien, c'est pas grave. C'est tout à fait OK. Je me rappelle, j'ai un pote à moi, au WrestleMania 40, il a croisé. Il y a le WWE World et Gunther, il passait comme ça. Il a juste demandé Gunther, je peux prendre une photo? Bah, Gunther, dans son personnage de il a fait non. Et du coup, il s'est cassé, tu vois. Il a pas suivi. Enfin, c'est assez aberrant. T'as pas eu ça avec Gunther ici en Belgique? Ah, et Gunther, non. En fait, ce qui est marrant, c'est que. Alors, autant raconter cette histoire. C'était Live Event, août 2024. Il venait en Belgique, du coup, et j'étais avec mon pote, Polo le Sportix d'ailleurs. En fait, il venait à Bruxelles et il vient de Strasbourg. Hein. Du coup, je lui ai dit, je vais le faire visiter des coins de Bruxelles, pourquoi pas. Du coup, on est là, on est au Delirium. Et donc, on boit un verre. Et donc, on commence à faire des blagues, à se dire, tiens, imagine, on croise. À ce moment-là, on était en train de se dire, imagine, on croise Tiffany Stratton. Genre, on était assis à boire ce verre. Puis après, faut savoir qu'à côté du Delirium, il y a le Janneken Peace. Et donc, on continue à voir notre truc, il est midi, hein. On se dit, bah, ils sont pas encore arrivés, c'est pas possible. Il y a Shinsuke Nakamura qui arrive avec son appareil photo. On était en mode, mais attends, mais what the fuck? Ah oui, il est photographe à ses Ouais, heures perdues. il y a Shinsuke Nakamura. Et du coup, mec, je vois Shinsuke Nakamura en 2017. Moi, j'étais folle de lui. En 2018, qui gagne le Rumble, j'adorais. Du coup, je vois Nakamura. Nakamura était trop gentil. Il y avait vraiment personne dans les rues de Bruxelles. En plus, il faisait beau, assez hallucinant. Du coup, on prend une petite photo avec lui. On se rassit. On se dit, oh putain, Nakamura, bon, ce sera la seule superstar qu'on va voir. 3 minutes après, hein. Vraiment 3 minutes après, on voit Tiffany Stratton et Nia Jax en train d'arriver aussi. Elle s'était même pas maquillée, c'est comme si elle devait se réveiller vers le Janneken Peace. Du coup, on dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Mais elles étaient encadrées, ces superstars, ou elles marchaient Même librement? pas, elle marchait librement. Après, j'ai envie de te dire, c'est Bruxelles à midi. Enfin, qui va. Ouais, non. Franchement, Il y a bien une ville où ils peuvent être tranquilles, c'est Bruxelles. c'est Bruxelles parce que personne va commencer à les suivre. Sauf que moi, j'habite près du centre, tu vois. Donc, à un moment, je lui dis, bon, viens, on va se chercher une frite. On recroise encore Nakamura. On recroise encore Nia Jax. En fait, ils font le tour. Et Bruxelles, c'est petit, donc forcément, tu les recroises. Et donc, on va pas les déranger. À un moment, on va prendre une frite. Et du coup, on fait un énorme tour pour faire passer un peu plus le temps, histoire qu'ils découvrent un peu plus la ville. Je fais voir Mannequin Peace, je lui fais voir des fresques et tout qu'il y a autour de la ville, des BD où il y a marqué, enfin, il y a des trucs de Tintin. On revient sur la place de la Bourse. Et là, on voit une silhouette. On se dit, attends. Je reconnais cette silhouette d'entre mille. C'est Cody Rhodes, ça, mec. C'est Cody Rhodes. Le mec, il avait une casquette,
capuche, casque. Vraiment, c'est comme si tu le reconnaissais pas, mais allez, on le voit tous les jours à la télé. Et vraiment, tu peux pas le reconnaître. Et je l'ai vu de derrière. Je fais, mec, c'est Cody, ça. Et personne autour de lui. Il y avait juste un mec, parce qu'il allait monter dans un van. On se dit, mec, c'est maintenant ou jamais, il y a personne. Genre, là, il y a son père. Du coup, on allait voir Cody, on lui a posé gentiment la question, est-ce qu'on peut prendre une photo avec toi? Cody a accepté et mon pote lui a donné un petit cadeau souvenir concernant Dusty Rhodes. C'est une anecdote comme quoi Dusty, en fait, il a trouvé le nom Rhodes dans cette cassette DVD-là, et Cody ne le savait pas. Et du coup, mon pote lui a donné cette cassette-là, et en mode, je vais regarder ça avec plaisir, hein. Et du coup, on a pris la photo avec Cody, et on était en mode, what the fuck, genre, qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que le centre de BX, c'est assez petit, encore une fois. Genre, Gunther aussi, il venait de sortir, et LA Knight aussi. Et Gunther et Ludwig Kaiser, on les a recroisés 1000 fois, genre. Genre, on était repartis sur la Grand Place. Ludwig Kaiser, carrément, c'était devenu une joke en mode ah, ça te rappelle pas l'Allemagne et tout. Et dans, ouais, c'est vrai que ça me rappelle l'Allemagne. Et du coup, dès qu'on se recroisait, ça faisait des vannes pareilles. Je suis en mode, mais mec, c'était lunaire cette journée-là. Donc, non, c'était fou. Pour l'instant, tu es étudiante Ouais. en sciences politiques. Mhm. Tu crées du contenu à ton rythme, Ouais. pour le plaisir. Ouais. Mais est-ce qu'il y a une envie, une fois que tu auras terminé tes études, de transformer cette passion en métier et de devenir créatrice catch et youtubeuse professionnelle? J'en parlais hier avec mes amis autour d'un verre, hein. Et oui, clairement. Oui, comme dit plus tôt, j'ai pas envie d'avoir un taf où je m'ennuie. Tu sais, ce fameux taf 9-17 où tu te fais chier, où t'as un patron. C'est marrant parce que tu as quand même fait des études pendant 5 ans en sciences politiques. Tu dis Ouais. que tu aimes la politique, Ouais. c'est quelque chose que tu aimes suivre. Ouais. Mais tu n'as même pas encore fini tes études. Tu pars du principe Ouais. que tu vas t'ennuyer après. Dans la politique, tu t'ennuies jamais. Ça dépend ce que tu fais en général. Si tu travailles dans un parlement ou quoi, c'est sûr que tu vas pas t'ennuyer. L'actualité fait que y a toujours un truc à faire. Mais après, je suis partie avec ce constat-là au début de mes études déjà, en fait. Ah d'accord. Je le savais. En fait, je le savais déjà que je faisais des études pour faire des études. Je suis bonne dans les études, je vais pas vous mentir. Et j'aime ça. J'ai toujours voulu aller à l'université et je suis en train de le faire et c'est sympa, hein, c'est vraiment chouette. Et mais je sais que j'ai toujours su que je voulais faire autre chose que de bosser dans un truc comme ça, dans un truc un peu encadré, genre. Donc ce pourrais pas. diplôme, c'est comme une roue de secours. Si jamais ça ne fonctionne pas, tu sais que tu auras toujours un diplôme et tu auras toujours C'est un peu. des compétences à faire valoir. C'est pas comme ça que je le considère, mais ça, oui, on peut le considérer comme une roue de secours aussi derrière. C'est un peu, c'est un peu l'aboutissement de mes études. Enfin, je le vois plus comme ça, honnêtement. Enfin, tu sais, quand t'es petit, on t'a toujours dit, ok, maternelle, primaire, secondaire, université. Et moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme la fin d'un cycle que je finis et je me dis, bon, voilà, j'ai tout fait. J'ai toujours été bonne à l'école, donc voilà, j'ai tout fait. Mes parents ne pourront plus rien me dire. Et je pourrais un peu faire, pas faire ce que je veux, mais j'aurais prouvé que je peux faire quelque chose, quoi. Donc voilà. On passe à l'année 2023. Donc 2023, une nouvelle ère pour la WWE qui se fait racheter par Endeavor et qui va donner naissance au groupe TKO. Mhm. Et pour la première fois de son histoire, la WWE a organisé un premium live event en France Ouais. avec le show Backlash qui s'est tenu à Lyon. Tu as eu l'occasion d'y assister. Ouais. Et la veille, il y avait même SmackDown à Lyon, toujours. Et comme j'ai pu le dire, tu as eu cette chance d'aller voir ça en direct. Mhm. J'ai encore en tête ses chants, il est vraiment phénoménal. Mhm. C'était comment, Backlash? C'était une expérience de malade mentale. Faut savoir qu'un mois avant, déjà, j'avais fait WrestleMania, hein. Donc, en fait, déjà après WrestleMania, j'avais déjà une sorte d'overdose du catch. Donc, Backlash, je vais pas vous mentir, c'est pas que j'étais pas hypée, j'étais hypée par le fait que c'était la première fois en France. Mais c'est pas que je m'attendais à rien, mais je m'attendais un peu en mode on va peut-être chanter les thèmes, mais vas-y, c'est tout. Puis je vais sur place, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un truc de malade mental, sachant que j'ai déjà fait des live events à Paris, hein. C'était fou, hein, aussi, mais c'était pas aussi fou que Backlash. Backlash était spécial. C'est comme si en fait t'avais les fans français, les fans francophones voulaient mettre la France sur la carte du catch en fait derrière. Et c'était vraiment un moment magique. Comme je te l'ai dit, un mois avant, je faisais WrestleMania 40, tu vois, donc pour moi, rien ne pouvait surpasser le 40. Et là, vraiment, je me suis amusée, mais comme une folle, j'avais plus de voix, hein, à la fin, hein. C'était une sorte de communion entre fans. C'était fou, J'ai franchement. l'impression qu'on a sous-estimé le public francophone depuis toutes ces années, en termes d'ambiance, de la en termes WWE. de ce côté fédérateur.
Sous-estimé, je ne dirais pas, parce que j'ai l'impression, en fait, que les fans ont commencé à faire du bruit vraiment à partir après le Covid, en fait. Je pense que les gens ont vu que la WWE, déjà 2022, il y a eu Clash at the Castle, par exemple, événement de fou, j'étais sur place aussi, c'était un truc de malade. Et donc, ils se sont dit, OK, nous aussi, on veut un truc. Autant faire du bruit, autant leur faire comprendre qu'on veut un truc. Et là, en fait, ça a commencé à faire du bruit. La chanson de Rollins, où ça commence à chanter pendant 12 minutes quasi. Il y a eu, oui, ils ont sous-estimé, hein, c'est sûr, à 100%, parce que pour la WWE, un public, c'est que aux États-Unis. Mais derrière, il y a toute l'Europe aussi qui chante. Hein. Il y a pas part l'Angleterre, hein, mais il y a toute l'Europe. C'est pour ça que là, on voit des shows partout, même Et en 3 Italie. ans plus tard, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Backlash? C'était unique en son genre. Hein. Clash in Paris, c'était tout aussi bien, hein, mais c'est pas Backlash, quoi. Backlash, c'était vraiment unique. C'est un très très bon souvenir. Vraiment, si t'as à refaire, je le referais 1000 fois, quoi. Et en Belgique, est-ce que tu ressens cet engouement depuis le Oui. Monday Night Raw qui a été organisé le lendemain d'Elimination Chamber? 2 semaines Deux après. semaines après, Ouais. ouais. Est-ce que c'est pareil du coup en Belgique? Je dirais quand même que oui. Hein. Je pense que c'est surtout le public belge qui est sous-estimé par rapport au public français, je trouve. Il y a Pour les Américains, la Belgique, c'est C'est un peu la oui, France, c'est un quoi. peu la On France. parle la même honnêtement. langue, Oui, donc. oui. Bah, j'ai été une fois aux States, j'ai dit que je venais de Belgique. T'as le mec qui m'a dit ah, le capitale de la France. Tu vois, j'ai compris, quoi. Ils sont très Et forts en ah, géographie, ça les c'est sûr. Américains. Ah, ça c'est sûr. Mais je pense surtout que c'est la Belgique qui est sous-estimée et que l'engouement en Belgique est tout aussi pareil. Hein, quand tu vois surtout, t'as plein de créateurs de contenu et même, je dirais, parfois les plus connus se trouvent en Belgique assez souvent. Hein, donc, et même, on a des structures encore qui font que on a des qu'il y a beaucoup de catch qui est représenté ici en Belgique et du coup tu as quand même pas mal de fans, mais même en termes d'ambiance je trouve qu'on est assez sous-estimé. Le Raw à Bruxelles, franchement c'était un truc de fou, hein, avec John Cena qui arrive, putain, la pop qu'il y a eu, waouh, je m'y attendais pas. Après c'est John Cena, hein, c'est sûr, mais les C'est live surtout après events, le heel turn. ouais, c'était la première apparition après le heel turn. Du coup, tu te dis, waouh, Bruxelles, on a droit à ça, quoi. C'était assez fou de se dire ça. Et non, mais je pense que c'est surtout la Belgique qui est sous-estimée. On pense souvent à la France en termes de public, mais la Belgique est tout à fait sous-estimée parce qu'on n'a pas que le public francophone, on a aussi le public néerlandophone. Il y avait pas mal de néerlandophones lors du dernier show auquel j'ai été et assez sous-estimé aussi derrière. Donc, Alors la voilà. France, ça représente quand même un énorme marché maintenant Ouais. pour la WWE. Ouais. Pas dire que ce soit le cas de la Belgique, mais Non. pour autant, est-ce que depuis le fameux Raw où les fans belges ont donné de la voix, est-ce que tu as espoir, est-ce que tu penses que dans les années à venir, la WWE va organiser un PLE en Belgique? Je le sens. Franchement, je le sens bien. Dans le sens où Bruxelles, déjà géographiquement parlant, on est le centre. Donc il y a tout. Il y a tout. Tu vas avoir les fans anglais, tu vas avoir ceux des Pays-Bas, de France, même des pays un peu plus de l'Est, parce que Bruxelles est bien plus accessible, qui peuvent C'est vrai venir. qu'on le vend pas assez, ça, qu'on est Ouais, la capitale de l'Europe. exactement. Je Et pense de l'Union que européenne, on le vend pas assez. faire un PLE en Belgique, pour moi, c'est logique. C'est Le un prochain, peu, c'est Clash in in Italy. Italy. Ouais. Après, l'Italie, je me dis que c'est un marché qu'ils n'ont jamais encore exploré, donc je me dis pourquoi pas. Mais la Belgique, ça parlait déjà. Enfin, lors de la dernière tournée européenne, du coup, il y a eu John Cena. Ils ont clairement dit, même tu avais des légendes qui disaient que Bruxelles, c'était la meilleure foule. C'était la meilleure foule et qu'il fallait absolument qu'il y ait un PLE. Et tu avais des producteurs, des producteurs de la WWE qui se disaient, c'est sûr qu'à un moment, on va revenir ici en Belgique et faire un PLE ici en Belgique. Et je pense que ça marcherait tout aussi bien. Après, en termes d'infrastructure, je ne sais pas où ils vont le faire, à ING Arena ou Sport Palace d'Anvers, on ne sait pas. Mais pour moi, il y a un truc à vendre avec la Belgique. Paris, voilà, c'est les Français, c'est les Parisiens, mais avec la Belgique, tu te dis, c'est le centre de l'Europe, tu peux attirer tout. Et marketingment parlant, c'est grave faisable. On fait un saut dans le temps d'un an, 2024, Mhm. pendant que Donald Trump retourne à la Maison Blanche. Mhm. Abby fait ses valises pour aller à Philadelphie Ouais. pour assister à l'édition anniversaire de WrestleMania. Mhm. C'était la 40e édition. Donc, WrestleMania, The Showcase of the Immortals, The Grandest Stage of them all, le show de tous les shows. C'est un peu la grande messe du catch pour tous les fans dans le monde. C'est un Mhm. peu le show le plus important de l'année. WrestleMania, ça représente quoi pour toi? Pour moi, quand tu le fais, pour moi, c'est une sorte de pèlerinage du catch. Hein. On va pas se mentir. C'est le show des shows. C'est vraiment le show des shows, si je peux le décrire comme ça, honnêtement, c'est une expérience. Et quand bien même les shows ne sont pas terribles, Ouais, ça reste quelque ça chose. reste une expérience. c'est une obligation, hein. Ah limite. ouais,
ouais. En tant que fan de catch, t'es obligé de faire Mania une fois. Même là, le Mania à Vegas, même s'il avait pas l'air ouf, j'aurais quand même kiffé juste pour l'expérience à côté. J'ai des potes, ils y ont été et ils ont kiffé leur vie. Mais c'est vraiment une expérience parce que même si le show, il est pas ouf, tous les trucs que t'as vécu à côté, tu vas jamais les oublier derrière. Euh, Tu fais les shows indie, tu fais les conventions, t'as toute la ville qui est dans l'ambiance de WrestleMania. Et on se rend pas compte, hein, mais c'est un truc de malade. C'est comme si en fait c'était une sorte de fête nationale du catch en fait qui se passait, une fête internationale en fait du catch qui se passait. Et franchement, c'est un truc de malade. Qu'est-ce qui t'a motivé à aller voir cette 40e édition? J'en parlais avec une amie de base. On s'est toujours dit on va faire WrestleMania. De base, on voulait faire le 39. C'est pas fait, c'est pas grave. Du coup, je fais le 40, c'était tout aussi bien, honnêtement. Et du coup, on s'est dit, faut absolument qu'on fasse WrestleMania, faut absolument qu'on fasse WrestleMania, c'est obligé, genre, faut le faire maintenant, genre. Et du coup, le temps passe. On concrétise vraiment le projet. On a acheté les billets d'avion. Dès qu'on a acheté les tickets en août pour notre place, on s'est dit, OK, là, c'est concret. Il faut qu'on se prenne l'hôtel, il faut qu'on se prenne l'avion, il faut qu'on prévoie un peu ce qu'on va faire du week-end, etc. Sauf que dû à des circonstances médicales, une semaine avant, ma pote m'appelle pour me dire qu'elle peut plus venir, finalement. Alors que ça faisait 1 an qu'on préparait le voyage. Et moi, du haut de mes 19 ans, je suis là, waouh, OK, attends, là, t'es en train de me dire que je vais aller aux States. Solo. C'est pas la première fois que je vais aux States, mais là, c'était solo, quoi. Et solo, en mode, je vais me débrouiller, quoi, toute seule. Et j'ai hésité à ne plus partir, hein. Sauf que l'investissement, il était tel, que ce soit financier ou même émotionnellement parlant. Enfin, je m'étais déjà préparée à être sur place et à vivre le show en direct. Je me suis dit, OK, je vais aller. Je vais. One life, quoi. One life. Et j'y étais et j'ai rencontré des gens incroyables. Et je ne le regrette absolument pas. Si c'était à refaire, je le referais tous les jours. Vraiment. C'était vraiment chouette. Comment est-ce que t'as trouvé ce WrestleMania? Est-ce que c'était à la hauteur de la C'était réputation? encore mieux. Bah oui, c'est le WrestleMania 40. C'était Ah non, mais vraiment. alors pour ceux qui ne le savent pas, l'édition 40 de Oh, WrestleMania, bon, c'était une édition anniversaire, donc on pouvait prévoir Mhm. qu'il allait y avoir des grosses choses de la part des créatifs, Ouais. mais par contre, à ce point-là, À ce point-là, non, mais c'était Euh, trop. Ah, mais sur place, les gens, ils étaient. En fait, il faut savoir que lors du 40, à Philly, il faisait assez froid. Et donc, dans le stade, on avait vraiment froid. Et plus le temps passait, on était dans l'ambiance du show, et plus en fait, on avait chaud alors qu'il faisait de plus en plus froid dehors. Et non, mais c'était fou. Les gens criaient. Les gens étaient heureux dans les gradins avec tout ce qui se passe sur le ring. Je me rappelle, par exemple, t'avais Sami Zayn contre Gunther. L'explosion quand Sami Zayn a battu Gunther. Enfin, comme si en fait c'était une grande fête et qu'on célébrait en fait avec les catcheurs derrière. Et puis t'as le main event, bien sûr, les deux main events des 2 nuits. Hein, on va pas se mentir, c'était un truc de malade. Et le main event de la nuit 2, c'était fou, avec toutes les stars qui débarquent. Vraiment, c'est un flux d'émotions par lequel tu passes. C'est vraiment, t'as toute cette adrénaline. Tu te rends pas compte, en fait, derrière. Enfin, une fois t'entends la musique de John Cena, une fois t'entends la musique de Shield. Du coup, on était tous là dans l'arène. Putain, L'Undertaker. imagine. L'Undertaker. Alors là, c'était là, on m'a perdu. Hein. Là, on m'a perdu. J'ai failli m'évanouir. Je me dis, attends, mais comment bon, il y ça, avait des mauvaises langues l'Undertaker qui disaient que Undertaker qui apparaît, ça faisait Ah non, aucun mais sens. c'était la pop de la soirée. On s'en fout. On s'en fout, c'était. C'est WrestleMania 40. T'entends, c'était la pop de la soirée. L'Undertaker qui débarque, personne s'y attendait. Et pour moi, c'est ce genre de surprise-là qu'il faut faire. C'est Stone Cold, on s'y attendait, tu vois. Moi, je me suis dit, bon, c'est sûr que ça sera Stone Cold après The Rock. Et c'était censé être Stone Cold hein, de base. Hein. Et puis, t'entends le Taker. Ah, si c'était Stone Cold, ça aurait été quelque chose aussi. Ça aurait été quelque chose. Je vais pas te mentir, ça aurait été un truc de fou. T'entends la glace qui se brise. Je m'y attendais. Hein. Il faut Stone Cold, il faut Stone Cold. Et finalement, ils ont pris le Taker. Tout aussi bien. Hein. Franchement, c'était Chief Kiss. Chief Donc Kiss. le main event était un accident. À la base, c'était Roman Reigns contre The Rock. Ouais. Alors que pourtant Cody Rhodes avait gagné le Royal Rumble, Ouais. mais ils se sont dit que The Rock contre Roman Reigns c'était plus bankable. Ouais. Et là, les fans ont commencé à hurler sur les réseaux sociaux. Il y a eu des mouvements de contestation. Il y a eu le hashtag We Want Cody. Et c'est à ce moment-là qu'on se rend compte que les fans ont quand même un certain pouvoir sur le produit WWE. Alors il y a cette question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'il faut écouter les fans tout le temps, impérativement, quoi qu'il arrive? J'aurais tendance à dire non. Moi, je suis le genre de personne qui pense que si on fait qu'écouter les fans, il y aura plus de surprise à un moment, tu vois. Parce que c'est vraiment ce que les fans veulent. Oh tiens, ça aurait été bien que ce soit
Par exemple, je vais prendre un exemple récent avec Mania 42, ce serait bien que ça aurait été Ted DiBiase qui soit là. Moi aussi, j'aurais voulu que ce soit Ted DiBiase, ça aurait été plus logique. Bon, ça aurait été mieux que Pat McAfee. Je, Oui. je ne voulais pas Pat McAfee, franchement. En vrai, Pat McAfee, c'était une surprise. En C'était soi. une surprise, oui, mais c'était la pire surprise qu'il pouvait y avoir. Ouais. Genre, t'aurais pu nous ramener Alistair Black, je ne sais pas, ça aurait été mieux, je trouve. Et pour moi, faut pas tout le temps écouter les fans non plus. Quelquefois, oui, mais pas tout le temps. Avec l'ère des réseaux sociaux, c'est bien que les fans aient une certaine voix. J'entends souvent que on peut critiquer pour moi le produit, ça c'est sûr à 100%. Pour moi, quand t'aimes quelque chose, tu peux le critiquer, sauf que les gens sur les réseaux sociaux n'arrivent pas à concevoir que quand t'aimes un show, bah, quand t'aimes une compagnie, tu as le droit de la critiquer et pas que être une yes girl ou un yes man à dire oui, j'approuve tout ce qu'ils font, moi je kiffe, je prends avec plaisir. Alors, j'ai vu des gens dire que Mania 41, la nuit 1, c'était trop chouette et que nous, on n'avait rien à dire. Je me dis, bah, tant mieux pour toi si t'as kiffé la nuit 1. Moi, je sais que j'ai détesté. Donc, franchement, ça dépend de l'expérience de chacun. Mais après, là, on est dans une ère où j'ai l'impression que si t'écoutes pas les fans, bah, c'est pas que tu vas te faire cancel, mais direct, on va te critiquer à tout va. Alors que pour moi, franchement, c'est pas, faut pas tout le temps écouter les Après, c'est fans. peut-être plus judicieux d'écouter les fans qu'Harry Emmanuel, le PDG Oui, alors, de oui. TKO. C'est pour ça que je dis, le Mania 40, c'était une exception parce que TKO n'avait pas encore les pleins pouvoirs. C'était un peu tu sais, la période de transition. transition. C'est Mais vraiment The Rock l'après. était dans le board. The Rock était déjà Il dans était le board. actionnaire. Il était Donc, déjà dans le board, oui. Mais c'est pas. Genre, tu vois vraiment, pour moi, tu vois vraiment un avant Mania 40 et un après Mania 40. Tu vois déjà le produit, c'est plus, il y a plus autant d'engouement qu'avant. SummerSlam 2024 était un très bon show, hein, c'était après. Mais il y a plus autant d'engouement et les sponsors à tout va, les pubs, les sponsors sur les tables. Les célébrités de plus en plus Les présentes. célébrités de plus en plus qu'avant. Il y en avait déjà avant, hein, mais là, c'est beaucoup trop. Des shows hebdomadaires. T'es dans Bah, le- l'édition 42, on était la preuve. Il y avait Liliati, il y Ouais, avait ouais, Jelly ouais, Roll, ouais, Pat ouais. McAfee. Encore, ouais. Il y a même eu un moment des rumeurs autour de Tom Brady pour Ouais, qu'il soit aussi. présent. Bah, Logan Paul dans les Logan, temps, même ouais. si pour moi c'est une exception, Logan Paul. Logan Pour Paul, moi, il il est est- devenu lutteur à part Ouais, entière. maintenant. ouais, pour moi, ouais. Mais tu Aisha pouvais... Speed, j'ai oublié Aisha Speed. Aisha Speed aussi, beaucoup plus impliqué, ouais. Pour moi, en fait, les fans, avant, ils pouvaient avoir une voix, genre, l'époque de la Révolution. Enfin, la Women's Evolution, c'est arrivé avec les fans aussi derrière, hein, faut pas se mentir. Cody, du coup, c'est aussi grâce aux fans derrière aussi. Les fans peuvent avoir une voix, faut vraiment que les gens la portent. Je crois que Et R-Truth aussi, d'ailleurs. Le moment qui m'a le plus marqué, c'était Daniel Bryan à la route de Le Yes WrestleMania Movement, 30. ouais. S'il n'y avait pas eu le Yes Movement, je pense qu'il aurait jamais eu son Il moment. n'aurait jamais eu son main event de WrestleMania 30. Après, de ce que j'ai compris, il en a pas l'air d'en avoir quelque chose à foutre, hein, mais après, c'est son avis. Hein. Mais c'est vrai qu'il aurait jamais eu son moment. Après, c'est des périodes comme ça où tu te dis que c'est vrai que la voix des fans a compté, mais c'est vraiment dans des situations créatives où tu te dis, bon, j'avoue, là c'est vraiment de la merde, faut faire quelque chose d'autre, il n'y a aucune logique là-dedans. Mais quand tu critiques des trucs, je sais pas, j'ai pas d'exemple en tête là pour l'instant, mais pas moi, le clan The Vision par exemple, je me dis peut-être qu'ils ont une idée derrière la tête. Moi, c'est pas forcément le clan dont je suis la plus fan, hein, on va pas se mentir, mais je me dis, non, c'est pas rajouter des membres pour rajouter des membres chez les fans, quoi. Donc voilà. Est-ce que tu prévois de retourner à WrestleMania dans les années à venir? Je me tâte pour l'année prochaine. Hein. Bah justement, WrestleMania 42 n'a pas été au goût de tous. Bon, la route, la construction a été chaotique. Ouais, ça, c'est- La nuit 1 était très mauvaise. Ouais. La nuit 2 était de meilleure qualité, Mhm. notamment pour l'opener Mhm. et le main event. Mhm. L'année prochaine, ça marque encore une nouvelle ère dans une nouvelle ère, puisque pour la première fois dans l'histoire de WrestleMania, ce sera en dehors du territoire nord-américain. Ouais, Ça se ouais. passera en Arabie Saoudite. Ouais. Déjà, quand tu apprends que ça va se passer en Arabie Saoudite, tu réagis comment? Est-ce que tu es surprise? Première fois, la surprise, non. Mais si on prend dans la globalité de l'histoire, oui. Parce que pour moi, ça aurait dû être Londres. Tout le monde le sait, que ça aurait dû être Londres, Wembley Stadium, SummerSlam 92 à Londres, ça s'est passé hein, avec le British Bulldog et Bret Hart. Donc, c'est un peu dans la logique des choses de revenir sur le territoire européen, de ramener pour la première fois WrestleMania en dehors des États-Unis, en Europe, à Londres, qui est un peu la terre du catch ici en Europe. L'Arabie Saoudite, on sait tous que c'est pour l'argent. Hein, voilà. Depuis le deal que Vince a fait en 2017 avec l'Arabie Saoudite, voilà, le mec, il a fait un truc qui fructifie. Et l'Arabie Saoudite est un peu dans cette période de
sport, qui ramène des jeux e-sport, des trucs de Formule 1 et tout, et un peu dans ce truc touristique-là autour du sport. Et c'est logique d'un point de vue financier. Mhm. Après, d'un point de vue un peu puriste, un peu plus catch, ça fait un peu mal au cœur. Et aussi une question éthique et morale qui se pose depuis plusieurs années, Ouais, depuis le partenariat entre l'Arabie Saoudite et la WWE. ouais. Franchement, il y a une éthique morale à se poser là-dessus aussi, parce que la WWE a souvent promu des causes qui, du coup, ne sont pas en valeur avec l'Arabie Saoudite. Faut dire les termes, du genre la cause LGBTQIA+. Finn Balor, tu le voyais pas très souvent apparaître quand il était encore sous son ancien personnage Balor Club avec son t-shirt LGBT, quoi. CM Punk, le premier à le dire, et finalement, Oui, il y en a beaucoup. Finalement, Kevin il y Owens, est. pendant des années, a refusé d'y Ouais, aller. ouais. Il Sam- est revenu sur sa Sami Zayn décision. aussi, du coup. Alors, Sami Zayn, lui, c'était plus. Il est syrien, Il est donc, syrien, donc ouais. c'est pas qu'il ne voulait pas y aller, c'est qu'il C'est préférait compliqué. éviter. Ouais, c'est compliqué. Et c'est l'argent qui prime tout, surtout aujourd'hui avec TKO, alors là, c'est encore pire. À la limite, je pense que Vince, je pense pas que ce serait passé sous Vince, honnêtement. Un WrestleMania en Arabie Saoudite. Ah, Franchement, avec le vieux fou, on sait jamais. avec hein. le vieux fond, un Royal Rumble, pourquoi pas, mais un WrestleMania, Le je Royal pense Rumble, que... c'est déjà fait. Ouais, du coup, le ils l'ont fait. dernier. Oui, oui, Royal Rumble, franchement, sous Vince, ça m'aurait pas choqué. Mais il a déjà fait le gros des Royal Rumble, donc franchement, ça m'aurait pas choqué. Mais un WrestleMania, je me dis que lui-même, allez, ça reste un fan, tu vois. Je me dis que lui-même, il aurait voulu Londres, quoi. T'en arrives à regretter la période Vince McMahon. La question des questions. Alors, regretter la période de Vince, on a toujours une part de nostalgie en nous derrière. On veut toujours quelque chose. On se dit, ah, avant c'est mieux, c'était mieux comme ça, c'était mieux avant. Je dirais pas que je regrette que Vince ne soit plus là, je dirais surtout que je regrette que la WWE ne soit plus une structure indépendante. C'est surtout ça que je regrette. Et qu'il y ait des corporates qui décident, qui s'impliquent dans des storylines derrière pour faire plus de fric, et au final, ils comprennent rien au produit. Ouais, ça, c'est la faute de Vince McMahon. Ça, c'est un peu la... Alors, moi, j'ai toujours eu une théorie, en fait. J'ai toujours eu une théorie. Pour moi, Vince, s'il n'avait pas vendu la compagnie... Après, c'est une blague avec mes potes. Il allait mettre une clause dans son testament comme quoi il enterre la compagnie avec lui. Pour moi, c'est Vince, quoi. Tiens, quand même à préciser pour ceux qui nous regardent, Vince McMahon, c'était le big boss de la WWE, le chairman, le visage historique de la compagnie pendant plus de 40 ans. Et en 2022, il décide de se mettre en retrait parce qu'il est impliqué dans l'affaire Janelle Grant. Et donc, il est accusé d'agression sexuelle et de V sur une ancienne employée il aurait même proposé cette femme en échange de contrats à Brock Lesnar, etc. Et malgré donc du coup cette implication judiciaire, il décide de revenir pour lancer une procédure de vente de la WWE, tout en négociant les droits télé, les diffusions à la télé. Pour moi, j'ai l'impression qu'il l'a fait parce que il y a une part d'orgueil et qui se dit la WWE, c'est moi et personne d'autre. Et s'il y a quelqu'un d'autre qui la contrôlera, eh ben, ce sera pas un McMahon et ce sera pas un membre de ma famille. Ouais, non, c'est sûr. C'est sûr. Et ça en dit long sur la personnalité sur du le gars. personnage, mais pour moi, c'était tout calculé. Pour moi, il a vendu la compagnie. Après, du coup, à un moment, l'affaire sortait, elle faisait plus de bruit. Avec c'est sorti encore sur le Wall Street Journal. Et ils lui ont dit, bon, allez, casse-toi. Et pour moi, c'était calculé. Pour moi, il a vendu à des gens qui n'y connaissent absolument rien au business. Et comme ça, les gens pourront le regretter et dire, putain, que c'était une belle époque derrière sous Vince. Alors que Mais tu faisais un bon truc. il avait peut-être encore un espoir d'avoir un poste ou de diriger le show de loin. Ouais. Mais il y a eu encore d'autres révélations dans l'affaire et par conséquent, il a décidé de vendre toutes ses parts et il n'est plus du tout impliqué. rien, Et c'est la première fois qu'un McMahon ne dirige plus du tout la Ouais, compagnie. c'est fou, mais c'est fou de se dire, même là, avec les révélations qu'on a eues ces 2 derniers jours, comme quand même Triple H, du coup, n'a pas la main mise sur les C'est storylines du main un event. des boss de Endeavor, il me semble, c'est Mark Shapiro qui avait dit que TKO avait le contrôle total sur au niveau de la les main création. events. C'est fou de se dire ça. C'est vraiment fou de se dire En ça. même temps, Triple H n'est qu'un salarié. Exactement. C'est fou de se dire ça. En mode, pour moi, tout était calculé de la part de Vince. Donc, comme ça, on le regrette. Et c'est un peu ce qui se passe. Tu vois des gens, même Hall of Fame, ça a chanté des Thank you Vince. T'es là en mode, bon, voilà. Mais quoi qu'on en dise, Vince, on peut pas le nier. On peut pas l'effacer. C'est quelqu'un qui était là pendant 40 ans. Sans Vince, on serait même pas là aujourd'hui. Autant te dire ça, c'est grâce à lui qu'il y a WrestleMania. Lui qui a misé tout son argent. C'est lui qui est allé
contre les envies de son père et qui a réussi à faire de ce qu'on aime, aujourd'hui en fait derrière. Donc on peut pas nier ce que Vince a fait malgré ses plaintes, ça qui m'étonne non plus absolument pas de la part de Vince franchement. Donc euh, donc voilà, mais ça reste un personnage historique. On va encore parler longuement de l'après Vince McMahon avec l'année 2025, que j'ai intitulé Ruthless of Depression. C'est le nom qu'on a donné à cette nouvelle ère pour la WWE. Alors, déjà, je réexplique. Elle a été rachetée par Endeavor, la WWE, et Endeavor possède déjà UFC, et les deux compagnies maintenant ne font qu'un avec le groupe TKO. Donc la compagnie de catch numéro 1 dans le monde n'est plus dirigée par un McMahon, elle est dirigée par Harry Emanuel. Et depuis ce rachat, Monday Night Raw est diffusé sur Netflix, Friday Night SmackDown dure 3 heures, le prix des tickets a explosé, les fans sont très très mécontents puisque les shows sont devenus inabordables pour la classe moyenne, la publicité prend de plus en plus de place, les produits WWE est très impacté justement par ça, puisqu'il faut prendre en compte les décisionnaires, les publicités, etc. Beaucoup de fans ne se retrouvent plus dans ce qui est proposé par Triple H. Et l'univers de la WWE a même donné un nom à cette nouvelle ère, Ruthless of Depression, qui fait référence à Ruthless of Aggression. Oui, c'est ça, Ruthless of Aggression, qui était la période phare de la WWE après l'Attitude Era entre 2002 et 2010. Qu'est-ce que tu penses du produit WWE sous TKO? La merde. Faut dire les termes, c'est nul. Il y a des trucs qui sont chouettes, hein. Faut pas non plus dire que tout est nul, hein. C'est déprimant. Enfin, quand je vois que pour aller voir un live event, tu dois te ruiner, je me dis les gars, c'est plus tenable, cette histoire. WrestleMania aussi, le dernier que j'ai fait du coup 40, c'était le dernier un peu plus abordable si je puis dire. Enfin, en toute honnêteté, hein. Je vais dire combien j'ai payé les 2 nuits. J'ai payé $600 les 2 nuits pour une bonne place. J'étais pas tout en haut, ça reste cher, hein, ça reste un investissement. WrestleMania, on va pas se mentir. Mais j'ai vu la place d'aujourd'hui, la même place que j'avais il y a 2 ans, du coup. J'ai vu que c'était $1 200 la nuit. Hein. Ah ouais, quand même. La nuit. Après, WrestleMania, c'est pas quelque chose que tu fais tout le temps. C'est pas tout le temps, tu vois. Donc, t'économises derrière. Enfin, pour moi, c'est limite. J'avais fait un vol, en fait, avec ma place de Mania 40 il y a 2 ans. Donc, les places de premier rang, elles sont à $40 000. Ouais. Alors qu'à Mania 40, c'était 20 000, je crois. Ça reste tout aussi cher, hein, mais j'ai vu que les premiers prix de Mania 42, c'était $75 000. La place tout devant. C'est fou de se dire ça, quand même. Même Clash in Paris, c'est cher. La contestation des fans était telle que 2 semaines avant WrestleMania, Pat McAfee est venu en direct pour annoncer moins 25% sur la nuit 1. Non, mais pour en arriver là, c'est que il y a une grosse un point de non-retour. En fait. Il y a une remise en question qui se fait tout à coup. Et même CM Punk qui prenait le micro et qui disait les places sont chères, faut arrêter. Même Randy Orton l'année dernière, quand il y a une fan qui est allée la voir et qui lui a dit j'ai payé $13 000 à ma place, lui-même il waouh, c'est trop cher cette histoire. Enfin, même les catcheurs eux-mêmes se disent c'est devenu intenable. Et le souci, c'est Après, il n'y a pas que le catch. Oui. Si tu vas à un concert, les prix ont tout a augmenté. Tout a augmenté malheureusement. Je suis complètement d'accord. Et après, c'est ça le souci. Il y a l'offre et la demande. Hein. Donc, si les gens, ils achètent, souvent, ils vont se dire pourquoi s'arrêter s'il y a des gens, ils sont toujours là à payer le prix fort. Donc, c'est ça que même là, moi, les shows WWE, quand ils viennent à Bruxelles, j'essaie de pas en faire. Genre là, le show à Paris, franchement, je sais pas si je vais le faire, honnêtement. Parce que, allez, ça reste un investissement alors que c'est un Raw, quoi. Genre, j'ai pas envie de me dire que je vais arriver à un point, parce que tu vois, j'ai fait WrestleMania. J'ai pas envie de me dire que j'aurais payé autant pour un Raw qu'un WrestleMania. Alors, psychologiquement, ça va pas. Donc, si t'arrives déjà au point de regretter d'avoir veillé pour regarder WrestleMania 42 nuits 1, bon. Voilà. Donc, un peu la flemme, c'est assez révélateur. Un peu la flemme. Et Mania 43, j'y pense, comme je l'ai dit, hein, je pense à y aller, parce que j'aime quand même bien cette expérience de Mania. Après, je me dis que c'est en Arabie Saoudite, je me dis, bon, on verra ce que ça donne sur place, hein. Mais ça reste. Les prix seront plus abordables déjà. C'est moins cher. C'est bien moins cher. J'ai vu des places à $20 hein, pour le Rumble. Hein. Je suis waouh. Mais jamais de la vie, je vois ça. $20, c'est ce que tu payais dans l'arène pour ta bouffe, quoi. À Mania 40. Donc, oui, déjà là, ce sera plus abordable. Et je me dis que s'il y a des gens qui veulent faire leur premier Mania, même si pour les raisons éthiques, c'est pas ouf, c'est peut-être ce show-là qu'il faudra faire, honnêtement. Hein. Donc, On pointe souvent du doigt à Triple H, la légende, le famer,
dorénavant à la tête du booking, chef créatif. Beaucoup comprennent pas comment celui qui est à l'origine de NXT Black and Gold est pour beaucoup le meilleur show de catch depuis très très longtemps. Ouais. Et comment ce type peut être à l'origine en fait d'un tel booking. Comment est-ce que tu expliques ça? Encore une fois, TKO. Ouais, c'est ce que je pense. Il a les mains Et liées. il a les mains liées, faut dire les termes. Triple H, on l'a beaucoup critiqué parce qu'on a cru que c'était lui qui gérait le tout. Et là, maintenant, finalement, on apprend que c'était pas forcément lui. Il explique certaines choses. Après, même en mid-card, franchement, quand tu vois aussi les trucs, c'est un peu mieux, mais c'est pas non plus. Oui, il y a ouf. du mieux. C'est Les mieux. titres secondaires sont Ils sont valorisés. pas mal. Après, les meufs, je trouve, c'est pas forcément les mieux bookés sous Triple H. Donc, j'ai l'impression que les meufs étaient mieux bookées sous Vince que Triple H. Après, c'est juste mon avis. Mais oui, non, c'est Triple H, Black and Gold, NXT, c'était une époque de fou. C'était à l'époque où un peu le main roster, il était en déclin et du coup, les gens Tout le monde préfère regarder NXT. les gens se tournaient vers NXT et c'était un show de Et c'est là, il y avait un malade. jeu vicieux entre Triple H et Vince McMahon. Ouais. C'est que Vince McMahon aimait bien lui prendre les talents de NXT Black and Gold, les flinguer et Ouais. ensuite les licencier. Exactement. Oh, je pense à EC3 par exemple. Lui, pareil. Alors lui, pour moi, c'était une star. Enfin, tu Ouais, il y pouvais. en avait plein comme ça. Les Revival Les Revival qui aussi. sont devenus FTR. Ouais. J'ai du mal à me dire. Les FTR étaient à la C'est WWE. fou, hein. C'est fou de se dire ça, hein. Enfin, je regardais là W Dynasty, j'étais en train de me dire ça, je me dis putain, c'est vrai que c'était à la VE à l'époque, genre what the fuck. Et non, mais c'est fou, mais oui, il a les mains liées et de plus, enfin, l'équipe créative qui l'entoure là, c'est aussi l'ancienne équipe de Vince. Forcément, il y a encore la mentalité Oui, de Bruce Vince Pritchard, derrière, ouais. notamment. Le fameux qui est là, qui l'accompagne depuis 40 Il y ans. avait Road quasiment. Dogg aussi, qui était pas très apprécié, et qui a démissionné Ouais, finalement. qui a démissionné alors qu'il était là depuis 2016. Hein. En 2016, SmackDown, c'était un truc de fou. Hein. Road Dogg, il faisait vraiment des chouettes trucs à l'époque. On a vu un avant, après arrivé Road Dogg, genre 2015, SmackDown, voilà, c'était pas trop ça, et 2016, vraiment un renouveau total. Oui, c'était le retour de la brand split. De la brand split, du de coup, la du draft et tout. Et là, SmackDown, c'était le show. Enfin, en fait, les deux shows étaient à regarder, hein, mais SmackDown, c'était un de mes shows préférés avec les AJ Styles, Dean Ambrose, John Cena, Becky Lynch avec la ceinture féminine, Alexa Bliss aussi derrière. Enfin, c'était vraiment Il y a le une show. à année où regarder. Triple H était Les amis. encore très bon, c'est quand Vince se retire. C'est les mois en fait qui suivent la transition où Vince se met en retrait et il reprend un peu le booking. Et on sent qu'il y avait des storylines sur le long terme. Il fallait regarder les arrière-plans parce qu'il y avait des indices, il y avait des Ouais. choses. Ça a un peu disparu ces derniers mois, Ouais. malheureusement. Mais malgré certains choix qui laissent à désirer, est-ce que Triple H fait mieux que Vince au niveau du booking? Pour moi, après cette année-là, hein, 2022, 2023, pour moi, en fait, il a juste pris l'histoire de Vince et il a continué. Hein. Il n'avait pas le choix. Faut se dire les Il termes. n'avait pas le choix, oui. Faut dire les termes. Et donc, c'est pour ça que quand je vois les gens dire oui, Vince, enfin, Triple H 2022, 2023, c'était incroyable, les gars. Pourquoi vous critiquez alors que cette période-là, c'est incroyable? Et là, maintenant, on nous révèle que Vince était toujours là, en fait. Il était toujours derrière là. Je me dis, putain, ça m'étonne pas. On sent toujours une patte de Vince, genre, allez, il a démissionné quelques jours avant SummerSlam 2022. SummerSlam 2022, il se passe quoi? On voit Brock Lesnar et Roman Reigns. Brock Lesnar qui débarque sur un tracteur. Pour moi, c'est une idée farfelue de Vince. Ça ne peut pas être ça sort pas de la tête de Triple H, cette histoire-là, tu vois. Je dis ça, c'est sûr que c'est encore de la patte de Vince. Hein. Et même, t'as plein de shows comme ça. WrestleMania 39, on a bien vu que c'est Vince qui a dit à Triple H, fais perdre Cody pour les refaire le match l'année d'après. Enfin, tu vois dans le message, c'est clairement ça qui est marqué. Il leur a demandé est-ce que Cody et Roman sont au courant. Donc, pour moi, Vince était toujours là. Mais aussi, WrestleMania 40, quand tu regardes, c'est la fin des histoires de Vince. C'est la conclusion de Gunther qui était champion depuis je ne sais combien de jours, 600 jours quasi, la Bloodline. Mais apparemment, Gunther, c'est pas une idée de Vince. Ouais, c'est Triple H qui l'a continué. Gunther, d'après ce que j'ai pu lire, Vince n'était pas fan de lui. Il était pas fan Il du était tout, même ouais. prêt à le ridiculiser et à le licencier peut-être. Donc, C'est non. vrai, parce que Triple H, il adorait Gunther. À NXT, tu le On vois. le voit maintenant, Ouais, on tu le le voit, vois. hein. Tu le vois à NXT, tu le vois là maintenant, c'est sûr. C'est sûr que Triple H qui a décidé de le faire continuer avec le long règne, hein, de titre intercontinental, plus de 600 jours. Et ce fut un très bon truc, hein, franchement, c'était vraiment chouette. Damage Control, encore une fois, SummerSlam 2022, débarquait là. Ça, je pense, c'est surtout une idée de Triple H, on va pas se mentir aussi. Hein. Du coup, la fin, c'est passé à WrestleMania 40 et d'autres histoires. Oui, et puis dont on j'ai sent pas qu'il y en avait une tête. volonté d'effacer les erreurs du passé,
Butch qui redevient Pete Dunne, les Oh, anciens thèmes qui reviennent. ouais. Et puis, Oh, Triple H est quand même quelqu'un de respecté par les talents qui préfèrent travailler avec Triple H qu'avec Vince. Il a ouais. réussi à convaincre Gargano de revenir. Il a réembauché Luke Gallows et Anderson. Ouais. Bronson Reed est monté dans le main roster grâce à lui. Ouais. On sent quand même que les talents préfèrent travailler avec Triple H qu'avec Vince. Ça, en tout cas, Après, les noms que tu as cités, regarde ce qu'ils sont maintenant. c'est vrai. Regarde ce Ouais. qu'ils sont maintenant. Bah, justement, parce que on sent que dans le main roster, on préfère mettre en avant des talents avec des physiques impressionnants. Ouais. On le remarque, Obafemi, déjà, Mhm. Braun Breaker, Trick Mhm. Williams, plus récemment, Royce Keys. Mhm. Ils sont grands, ils sont forts, ils sont charismatiques, ils sont bons dans le ring. Alors, quand il gérait NXT, Triple H, il donnait une chance à tous ceux qui savaient très bien catcher, qu'importe en fait ton niveau au micro ou ton physique. Et par cette direction que prend le main roster aujourd'hui, est-ce un mauvais signe pour les Dragunov, les Carmelo Hayes, les Aleister Black, les Dragon Lee, et il y a d'autres noms, Jivon Evans, Ray Phoenix ou encore Johnny Gargano. Est-ce que pour eux, ils doivent se contenter en fait des miettes ou alors partir ailleurs? Moi, la distinction doit se faire surtout non pas au niveau du physique, mais au niveau du parcours. Pour moi, en fait, on voyait bien la différence de ceux qui venaient de l'Indies et ceux qui ont été vraiment des purs produits WWE, on va dire. Les Johnny Gargano, les Thomas Ciampa, etc., à l'époque de NXT, vraiment des purs produits indépendants. Mhm. Il y avait ce truc de, on va aller choper des talents de l'industrie Indies, et du coup, on va faire un truc avec eux dans NXT. Sauf que dans le main roster, du coup, ça prend pas. Que Vince, j'ai l'impression, pas qu'il aime pas la manière de travailler, mais il voit pas trop l'intérêt. Il a encore ce truc de big man à l'époque. Et là, en fait, on voit, genre, Obafemi, c'est un pur produit WWE, hein. Javan aussi, Tiffany Stratton aussi derrière, Braun Breaker aussi derrière. C'est des talents qui ont été vraiment formés purement qu'au Performance Center, formés à la mentalité WWE, formés à être une superstar. Et là, on voit qu'elle réussit ces talents-là, tu vois. Donc pour moi, la distinction est plus Javon Evans aussi. C'est vrai que NXT 2.0 a été peut-être plus performante que Black and Gold. Ouais, NXT 2.0, c'était vraiment le show pour former les talents de ouais, demain, ouais. alors que NXT Black and Gold, c'était le show indie, Le show indie, made in ouais. WWE. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vraiment ça. Et donc, vers 2021 et tout, tu voyais que la WWE recrutait des gens des universités pour les former à du catch ou des gens qui ont fait un peu football américain et tout. Roman Reigns, il a fait du football américain à l'époque. Hein, et regarde ce qu'est maintenant Roman Reigns. Et donc, pour moi, c'est cette distinction-là à faire, la mentalité indie et la mentalité WWE. Après, oui, effectivement, le physique joue aussi. Après, plutôt aujourd'hui. Hein. À l'époque, je t'aurais dit oui, genre dans les années 2010, c'est sûr. Mais genre, on peut prendre le cas de Rey Mysterio, on peut prendre le cas de CM Punk. CM Punk, c'est pas le mec avec le physique le plus fou. Cody Rhodes Ah, non CM Punk, plus. c'est différent. Il a Ouais, une aura particulière. Punk, il a une aura, il sait parler au micro, il sait parler aux gens, c'est Je sûr, à connais très peu de 100%. talents qui partent 10 ans et on continue à scander ton Ah, nom. c'est fou. Non, mais Punk, c'est un autre délire. Mais pour te dire que, allez, tu peux avoir le physique le moins impressionnant de la Terre et pour Jey Uso par exemple. Jey Uso par exemple, il arrive à prendre, tu vois, je me dis bon avec le mouvement avec le It Ils vendent Movement, du merchandising. il vend, c'est ça, c'est surtout la personnalité joue aussi énormément. Les talents indie, ils ont du bon catch, mais moi je suis le genre de personne à dire c'est pas parce que tu catches bien que forcément tu vas réussir à la WWE. Faut savoir raconter une histoire Ah bah, derrière aussi. et C'est puis il y a plus plein de important. talents qui le montrent. Ah, Apollo Crews en est pour moi une preuve. ouais. Très bon catcheur, mais Ouais. aucun Il n'y charisme. a aucun charisme, Il n'y a en rien. fait, derrière. Ils ont essayé un moment avec ce personnage nigérien, C'était marrant. mais voilà, ça n'a pas été plus loin que ça. C'était marrant, mais Johnny Gargano, vas-y, je l'aime bien, hein, j'aime beaucoup Johnny Gargano, je le kiffe vraiment. À NXT, c'était vraiment un truc de fou, même dans NXT 2.0, ce qu'il proposait, c'était vraiment chouette. Après, là, c'est surtout du sabotage, hein, niveau booking pour Johnny Gargano. Un autre exemple, un mec vraiment Ricochet, pareil. Ricochet, ça a jamais vraiment pris Non. auprès des fans. Hein. Il peut être bon à je ne sais Alors qu'à quel la point, hein. AEW, il est métamorphosé. Ouais, On le il est reconnaît devenu plus. heel, quoi. Et il est devenu heel, il s'est dit, je vais me lâcher. Sur Twitter, tu vois, il lâche des dingueries. Je me dis, bon, peut-être qu'à la veilleuse, ça n'a pas pris. Peut-être qu'ils ont pas. Ils l'ont décidé de le mettre face et le mec, il fait que des sauts. Et tu te dis, bon, on va essayer de l'aimer comme ça, alors que pas du tout, tu vois. Alors, déçu par la WWE, beaucoup.
se sont tournés vers la concurrence. Mhm. All Elite Wrestling. Mhm. Donc c'est la compagnie concurrente directe, fédération gérée par Tony Khan. Ils ont un roster conséquent, des moyens colossaux et un style basé sur le professional wrestling. Mhm. Dans un premier temps, tu penses quoi de la AEW et de ce qu'elle propose comme alternative dans le business? C'est une réelle alternative qu'on devait avoir, qui devait faire bouger en fait la WWE derrière, qui devait la pas la pousser vers ses limites, mais montrer que d'autres gens peuvent faire mieux, quoi, tout simplement. Là, on a appris dernièrement que tu avais des gens dans les bureaux de la WWE qui, du coup, mataient le produit AEW pour savoir ce qui se passait chez eux et savoir ce qu'ils devaient faire de mieux ou pas. Et pour moi, c'est vraiment... Pour moi, tu... le produit est de mieux en mieux quand il y a de la concurrence, en fait, derrière. L'histoire nous l'a montré... WWF, WCW, la WWF années 95-96, c'était une purge. Hein. C'était une catastrophe. T'as C'était l'impression que la WWE s'est améliorée depuis l'arrivée de All Elite Wrestling? les années 2022 à 2023. Oui, c'est un truc de fou, hein, faut dire les termes. Même 2021 avec la Bloodline, c'était vraiment chouette, c'était vraiment cool dans le Thunderdome. En vrai, moi j'ai bien kiffé. En vrai, il y a des trucs que j'ai kiffé, tu vois. Au moins, ils ont essayé de maintenir les shows pendant la Ouais, pandémie. c'était sympa. Le WrestleMania 37, pour moi, c'était un excellent show. Le main event entre Bianca Belair et Sasha Banks, franchement, c'était excellent. Et l'autre main event de la nuit 2 aussi. Et, euh, et c'était avec l'arrivée de l'Elite, du coup, 2019. Et donc, pour moi, ça les a poussés vers ça. Puis TKO est arrivé et s'est dit, bon, c'est pas de la concurrence, ça. Genre, t'as qu'à voir ce que Reigns est en train de dire. C'est pas de la concurrence. Pour moi, t'es pas la WWE, t'es rien. Et du coup, ils sont un peu... ils sont confiants avec tous les contrats qu'ils ont avec les Netflix. On fait que parler de la WWE. Partout dans les journaux et tout, les influenceurs, tu te dis, bon, personne n'est au niveau de la WWE. Oui, d'un point de vue économie, certes. Ouais, c'est sûr. C'est Mais d'un sûr. point de vue Catch, catch, bah non. il y a débat. Ah bah non, ça c'est sûr que non. Enfin, après, WrestleMania 42, enfin la nuit 2, le main event, c'était pour moi incroyable. T'avais tout, t'avais du storytelling, t'avais le catch, t'avais le ring. Les deux, Laura, enfin pour moi, ça réunissait tout ce qu'il fallait d'un match de catch. Mais j'avais regardé la WWE Dynasty il y a pas longtemps, là, et je me dis, ah, tu vois, j'ai plus kiffé. Je retrouvais enfin ce côté catch, là, tu vois, en mode, waouh, ok, d'accord, c'est ça que je veux voir sur un ring derrière. En 2025, All Elite Wrestling est passé au stade supérieur avec d'excellentes storylines sur le long terme Mhm. et des rencontres qui flirtent très souvent avec les 5 étoiles selon Ouais. Dave Meltzer. Un travail capé puisque le Sports Illustrated, média très réputé et influent aux États-Unis, qui est lu par 23 millions d'Américains par semaine, a élu la AEW meilleure compagnie de catch en 2025. Elle a également récompensé Will Ospreay, Kyle Fletcher, Mhm. FTR, Mercedes Moné, Ouais, ouais. Tony Storm, mais surtout, oui, Tony Storm et Hangman Page en tant que catcheuse et catcheur de l'année. Ouais. Est-ce qu'à ce rythme, la AEW pourrait avoir une meilleure réputation que la WWE et à ce rythme, oui, c'est ça, tant pour les fans que pour les athlètes. Totalement. Surtout après le show qu'on a eu là de WrestleMania 42, totalement. Je pense que là, on va avoir un shift qui va arriver d'ici peu, où tu as beaucoup de fans qui vont se diriger vers cette compagnie-là. Ça commençait déjà en 2025, hein. Mais là, tu vas, avec le Mania qu'on a eu, franchement, je pense que la WWE s'est vraiment tiré une balle dans le pied. Et les gens se sont rendus compte en fait qu'ils voulaient voir du catch. Ce qui s'est plaint en fait ce week-end, c'est le manque de catch en fait qu'il y avait sur les rings. Hein. Et là, je me dis putain, Tony Khan qui a fait un tweet d'ailleurs, si vous voulez voir du catch, venez voir à la WWE, c'est très très bien. Et je me rends compte que oui, même moi en tant que grosse fan de la WWE, ben, moi Oui, je ça sens reste quand que même ta compagnie ça préférée. reste ma compagnie préférée de tous les temps, c'est sûr à 100%. Hein, mais je sens que je vais regarder la W et en parler plus souvent. Je pense que j'ai commencé à en parler aussi. Hein, ça commence petit à petit et même là, ils ont sorti une sorte de AEW TV, leur sorte de network à eux, et je me dis, Oui, My AEW. AEW, et ça va devenir plus accessible auprès des fans en général, et les gens commencent à en parler énormément. Je sens qu'il y a beaucoup de gens, comparé à il y a 2 ans par exemple. Après, il y a 2 ans, j'avoue que le produit il était un peu compliqué chez AEW, chez All Elite. Oui, mais il a fallu du temps pour qu'ils trouvent leur rythme. Ouais. Mais je sens que beaucoup de gens, et même au sein de la communauté francophone, se tournent de plus en plus vers AEW. Après, l'avantage qu'a cette fédération par rapport à la WWE, c'est qu'elle n'est pas cotée en bourse, qu'ils n'ont pas d'actionnaires et que Tony Khan est vraiment le maître à bord de ce produit.
Et il faut que ça dure. Bon, il est milliardaire, son père est multimilliardaire. Ils ont Ouais. même une équipe de foot en première ligue, Ouais. une équipe de NFL. Mhm. Donc, niveau finance, ils sont pas à plaindre. Mais il faut qu'il reste comme ça. Il faut que ça reste une structure familiale comme l'a été Ouais. McMahon. Ouais. Parce que sinon, à partir du moment où tu es racheté ou tu fusionnes avec un autre groupe, c'est C'est très fini, compliqué. bah, on le voit, ouais. Mais quand on voit les gros noms que la AEW a réussi à signer, alors que pourtant la WWE était très intéressée, mais je pense à Gabe Kidd, David Finlay, qui pourtant Ouais. le père travaille avec la Ouais, WWE. ouais. Okada, ils ont essayé de l'avoir aussi, ils ont pas réussi. N'est-ce pas un signe que la WWE est beaucoup moins attractive que dans le passé? Ah, totalement. Totalement. Surtout, on en a parlé plus tôt, hein, les stars d'NXT, du coup, qui étaient des stars indie, qui du coup passaient côté WWE et qui se crachaient la gueule. Qui se cassaient la gueule, tout simplement, hein. Nakamura, pour moi, c'est l'exemple ultime du mec indie qui était incroyable à NJP. Et que là, tu vois ce qu'il tient à la ce qu'il a fait à la WWE en 10 ans, c'est pas ouf. C'est pas attractif. L'argent est attractif, oui. Mais pour ta carrière, je pense que les gens pensent aujourd'hui à l'empreinte que tu vas laisser dans le catch derrière. Bah, c'est pas ouf. Kamura, la seule empreinte que j'ai envie de retenir de lui, c'est lui champion NJP. Ses matchs face à AJ Styles à la NJP, quoi. Son passage à NXT est quand même Ah oui, mémorable. oui, il est mémorable, ça c'est sûr. C'est vrai que le NXT à Nakamura, c'était une dinguerie. Après, quand tu, quand tu vois ce qu'il a fait à la NJP, c'était légendaire. C'était vraiment légendaire. Et c'était vraiment une légende au Japon, hein. Et là, Nakamura, c'est un peu à l'ombre de lui-même, hein. Je me dis que là, il reste pour l'argent. Il se dit, c'est la fin de ma carrière, autant que je reste là. Et d'être bien payé, donc, et de voyager en plus en même temps, hein. Il adore ça, hein, ça se voit. Donc, ouais, c'est un peu dommage. Et là, on voit que la stratégie de la WWE, c'est plus de prendre des mecs indies. Bon, là, avec Kroiski, c'est un peu l'exception. Là, ils essaient vraiment de développer leurs talents ici, là, ou alors des talents venus d'Europe, Aigle Blanc, Mhm. Mike DiVecchio, du coup devenu Dorian Van Dux, euh, pour les former à la mentalité WWE sur le circuit américain, en tout cas. Donc, ça, c'est assez spécial à voir. Ça t'arrive d'être nostalgique de la période Catch Attack quand tu vois le produit actuel? Pas en termes de qualité de storyline, mais plus par rapport aux lutteurs que tu pouvais voir. Un peu, ouais. Genre, même ces derniers temps, je me disais, putain, ça fait un peu chier, je vais plus voir l'Undertaker toute ma vie dans mon écran. Ça fait un peu bizarre. Après, nostalgique, je dirais pas. Moi, j'aime bien le fait que ça continue l'histoire. J'aime bien découvrir des nouveaux visages, des nouveaux talents, des nouvelles histoires. J'aime ça, tu vois. Si j'ai cette nostalgie-là, je vais juste aller sur YouTube et je me retape les anciens shows, tu vois. Puisque tu as commencé à regarder du catch, Triple H luttait encore. Ouais. Il était avec la DX, Ouais. forme de DX, bon, très PG, mais Mhm. ça reste la DX. Et aujourd'hui, crâne rasé en tant que chef créatif, Mhm. ça fait bizarre. Ça fait bizarre, mais c'est dans la continuité de ton histoire. DX, Mhm. pour moi, c'est mon équipe préférée, voilà, de tous les temps. C'est ma tag team préférée. Même sous sa forme PG, moi j'aimais bien, donc j'étais jeune aussi en Mhm. l'air, hein. Mais tu vois, quand il a eu la storyline avec The Authority, je lui ai dit, tu vois, Ouais. t'es un peu dans Zero et la Corpo, tu te dis, bon, c'est un peu dans la continuité des choses. En plus, on va pas se mentir, il s'est marié avec la bonne personne, hein, aussi, hein. Pour comprendre un peu la compagnie de son beau-père, faut le faire quand même, hein. Mais non, ça reste dans la continuité des choses pour Triple H, le crâne rasé et tout. Moi, c'est Shawn Michaels qui me choque un peu. Ah, il a pris un coup de vieux, lui. Ouais, moi, c'est Shawn Michaels. Shawn Michaels, à l'époque, dans les vestiaires, c'était vraiment un gamin. C'est pas que personne ne l'aimait, mais vas-y, c'était vraiment le gamin. C'était un petit ultime. con, il le dit lui-même. Ouais, c'était un petit con. c'était vraiment un débile. Personne ne l'aimait. Genre, même l'Undertaker, il l'aimait pas du tout. Il le disait en interview. Et vraiment, il a pris en maturité depuis sa blessure au dos, là, 98 jusqu'à 2002. Puis sa blessure au dos, en fait, il a pris une sorte coup de maturité, comme ça. Et au final. Enfin, lui dit que c'est tourné vers la religion et que c'est ça qui a permis un peu de se mettre un peu en paix et tout. Et tu le vois même au niveau de sa personnalité. Et même aujourd'hui encore, je me dis, wow, Michael, ce qui gère un show. Faut dire ça, quoi. Et il se débrouille très bien. Est-ce que la nouvelle génération vaut l'ancienne? Ça, c'est la question. Pour moi, non. Pour moi, non, hein. T'as pas des. En fait, par exemple, un personnage comme l'Undertaker, tu le retrouveras plus aujourd'hui. Ils essayent avec Aleister Black. mais- Ouais, mais tu vois, c'est pas. C'est pas Voilà, pareil. ils essayent, tu vois. C'est pas un truc en mode, c'est un mec qui représente la mort, il va t'enterrer, un mec qui sort des casquettes. Enfin, là, il y a un casquette match à NXT, faut encore que je le regarde, hein, mais en mode, tu te fais enterrer vivant, les Buried Alive, le mec, il maintient une sorte de mystique autour de lui, tu retrouveras plus ça aujourd'hui, tu vois, des personnages kitsch, mais qui marchent bien. Et aujourd'hui, ça devient un peu plus sérieux.
C'est beaucoup plus le charisme qui est mis en avant et moins le personnage, je trouve. Ce qui est dommage. Alors qu'avant, pour te détacher, pour te démarquer, tu devais vraiment avoir un personnage en fait derrière. Genre Sina, le super-héros, Randy Orton, un peu le psychopathe, Taker, du coup, la mort, Shawn Michaels, le briseur de cœur, on va dire. C'était un peu Ric Flair, le mec ultra arrogant, Hulk Hogan. C'est vrai que les Ouais, personnages étaient beaucoup plus marqués. ouais. Moins qu'aujourd'hui, je trouve. Genre Roman Reigns, ok, Tribal Chief, CM Punk, on va dire homme du peuple. Cody Rhodes, tu le définis comment, par exemple? Pour moi, c'est le nouveau Sina. C'est le Ouais, nouveau c'est héros ça. du peuple. C'est ça, c'est le nouveau héros. Pff, ouais, voilà. Voilà. Après, voilà, mais le nouveau héros du peuple, il se fait huer à Mania, quoi, 2 ans de suite, hein. Comme Sina. Comme Sina, ouais, il se fait huer 2 ans de suite et c'est. Ouais, c'est. Voilà. On vient de parler de ton parcours Mhm. et de ta passion. Et Mhm. quand tu vois où tu as commencé, là où tu es maintenant, es-tu satisfaite de ce que tu as accompli jusqu'à aujourd'hui? Moi, je suis quelqu'un qui aime dire que je suis toujours une éternelle insatisfaite derrière. Encore une. Je suis derrière, je veux toujours plus. Mais je suis quand même fière, hein, de ce que j'ai accompli. Je me dis, putain, il y a 2 ans, je n'étais pas sur ce point-là. Il y a 2 ans, j'étais sur un autre. J'étais pas au même niveau, quoi. Et peut-être dans 2 ans, je me dirais, ah, putain, je serais dans un autre niveau, qui sait encore, tu vois. Donc, je me dirais toujours avoir plus. Conclue toujours cette séquence avec une question très profonde. Pas Mhm. toujours de réponse à donner. Est-ce que tu es heureuse? Actuellement, je dirais pas pleinement. Pas pleinement, je dirais. Je suis assez contente de ce que j'ai, faut se dire, hein, mais pas pleinement heureuse, encore une fois. Au stade de ma vie dans laquelle je suis, en tout cas. Donc, je pense que d'ici peut-être 3 ans, je dirais, peut-être que je serai totalement heureuse, on verra bien, donc faut voir. C'est ainsi que la première partie de En famille se conclut. Donc le rewind s'achève et on passe sans plus attendre au face-à-face. When you finally get involved face to face. Le face-à-face, c'est très simple. Je te mets en confrontation avec des personnalités du milieu du catch. J'ai fait très simple. J'ai pris WWE, c'est ce qui parle à tout le monde. Mhm. Et tu me dis ce que tu penses brièvement d'eux vis-à-vis de leur actualité. Ok. On commence avec notre héros d'enfance, celui qui a tiré sa révérence en décembre dernier, John Cena. Alors John Cena, en 2025, il a eu le droit à une tournée d'adieu, Mhm. qui a commencé de manière assez choquante avec un heel turn. Pas donné grand-chose, malheureusement. Un face turn sorti Nulle part. de nulle part. Et du coup, une conclusion à Saturday Night's Main Event, Ouais. face à Gunther. Tu penses quoi, toi, de cette tournée d'adieu? Est-ce que ça a été à la hauteur de la carrière qu'il a eue? Non, c'était un bordel. Ils savaient pas quoi faire. J'ai l'impression que toutes les semaines, ils changeaient l'écriture, ce qu'ils allaient faire. Oh tiens, telle personne, on la tire de notre chapeau, on va le faire affronter lui, par exemple. C'était pas logique. Mais il a quand même réussi à me sortir des matchs de malade. Oui, contre AJ Styles Ah, déjà. ouais. Contre Logan Paul Rhodes, aussi. Logan Paul, Cody Rhodes CM à SummerSlam. Punk, ouais, CM Punk aussi. En fait, Orton. même en heel, il s'est débrouillé. Ouais, faut Il a dire fait les ce qu'il termes. avait. Il a fait ce qu'il pouvait. Surtout. Ça se voyait qu'il voulait vraiment prouver quelque chose lors de sa dernière année. Alors que lui qui nous dit qu'il était fatigué, j'avais pas l'impression, hein, honnêtement. Donc c'était faux. C'était marrant de revoir Sina une année complète. C'est surtout ça, en fait, derrière. Je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'avais plus vu Sina une Et il année est devenu complète, quoi. Triple Crown Champ, il me semble. Il a remporté le titre intercontinental. Intercontinental, ouais, C'était le ouais. dernier titre qui lui manquait. Ouais. Donc voilà, il a Il a tout fait. tout fait. Il a tout fait. Et... Mais par contre, la fin. Contre Gunther, Alors non, pas le match en lui-même, mais la fin. La cérémonie, je l'ai trouvée éclatée Bâclée. comme pas possible. Bâclée. Alors qu'au Japon, Hiroshi Tanahashi a eu le droit à des adieux incroyables. Ouais, Tous ouais, ses ouais. anciens adversaires sont venus Ouais. un à un, l'ont salué sur le ring, la musique, la parade, tout. Le match contre Okada. Et puis Tassina. Et je comprends pas comment on a pu rater ça comme ça. Saturday Night's Main Event, TKO, les droits TV, encore une fois, le show il devait se finir il y a une certaine heure, donc forcément ils doivent tout bâcler, tu vois, ça qui est dommage. Pour moi, t'aurais pu, si c'était encore sur le network, je pense qu'ils auraient fait un truc de fou. Mais hein. quand il était sur la rampe d'entrée, en chaussettes, en saluant, en disant c'était un plaisir Ouais, de vous servir pendant toutes ces années. Il y a ce truc, même si voilà, il y a différents degrés de fans de catch, mais John Cena, même quand t'es pas fan de catch, tu le connais. ouais. Et de savoir qu'il remontera plus sur les rings et de le voir en costume Ah, à c'était marrant. WrestleMania 42, c'est bizarre de le pas voir en short. Ouais, c'était marrant de le voir, mais pas impliqué dans l'action, tu vois. Le mec, tu le vois faire des mèmes avec Dan Housen, c'était super drôle en vrai. Moi, ça m'a fait rire en vrai, de vrai. On reste dans les retraites avec le phénoménal AJ Styles. Alors, on savait qu'il allait prendre sa retraite en 2026. Il avait annoncé. Mais on s'attendait pas à ce que ça arrive au mois de janvier, au Royal Rumble.
contre un adversaire dont je parlerai après. Mais quelque part, ça fait sens. Il a commencé au Royal Rumble 2016, ça s'arrête au Royal Rumble 2026. Ça se conclut également par une intronisation au Hall of Fame. Mhm. 10 ans à la WWE. Lui qui vient des Indies, on pensait qu'il allait se faire massacrer par le booking, etc. Et en fait, il a eu une plutôt belle carrière. Ouais. Es-tu satisfaite du run des Jay Styles à la WWE? J'aurais bien voulu un dernier run en tant que champion, honnêtement, en tant que champion de la WWE. Parce que son année 2016-2017, même 2018, franchement, j'avais adoré. Hein. Et Styles, champion, il nous a toujours divertis, que ce soit champion des États-Unis, champion du monde. Franchement, j'ai toujours kiffé ses règnes. Après, c'est vrai que sa retraite, elle est arrivée de manière soudaine. Hein. Moi, et Styles, C'est sa décision, visiblement. ouais. Et moi, Styles, c'est un de mes catcheurs préférés de tous les temps, hein, je vais pas te mentir. Et je m'attendais à profiter encore de lui de l'année 2026. Et là, on me dit, ah ben non, 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 ça va se casser, en fait, il va se casser. Et je me dis, après, derrière, que ça reste logique. Ça, il lui-même l'a dit, il voulait passer plus de temps avec tes enfants. Et là, il a l'air d'aimer ce qu'il est en train de faire. Il est devenu un peu recruteur de talent. Aller regarder un peu chez les mecs en Europe ou un peu en Indie et tout, pour recruter les talents, aller au PC et donner des conseils et passer plus de temps avec ses enfants. Donc, je me dis que derrière, en plus là, il est intronisé au Hall of Fame. Enfin, je me dis que derrière, si c'est ce qu'il veut, je suis contente pour lui. Voilà. John Cena et Jay Styles ont un point en commun. Ils ont été mis à la retraite par le ring général Gunther, qui est un peu la nouvelle coqueluche de Triple H, très mise en avant. Déjà, il a eu ce règne historique en tant que champion intercontinental. Et il a cette nouvelle gimmick de Legend Killer. Il a mis à la retraite Goldberg, il a mis à la retraite John Cena et Jay Styles. Il était censé mettre à la retraite Rey Mysterio, mais vu le booking catastrophique de WrestleMania 42, il a su s'écharper. Et on parle même de Brock Lesnar, mais je pense que ça va pas se faire vu qu'apparemment il aurait pris sa retraite à WrestleMania aussi. Donc Gunther en ce moment, qu'est-ce qu'on en pense? J'adore. J'adore ce qu'il propose. Je kiffe ce qu'il fait. Franchement, moi, je suis une grosse fan de Gunther. Hein. Moi, Gunther, depuis NXT UK, j'adore. Hein. Donc, moi, je suis dans le train Gunther. Ouais, moi. quand il était encore Walter. Ah ouais. Walter à l'époque. Puis il a une belle shape, il y a eu une transformation Ouais, physique de qui malade. a été exigée par la WWE parce que voilà, il y a certains standings visiblement. Mhm. Il va très bien et franchement, il joue très bien son Ouais, personnage. non, mais c'est sûr. Très, très bien. Mais Gunther, depuis que je l'ai vu avec la chef de Castle, son match face à Sheamus, je suis tombée amoureuse. Hein. Enfin, de son in-ring, en tout cas. Le mec, il est violent, il a pas un in-ring de fou. Enfin, c'est juste, il arrive à Ouais. montrer cette brutalité derrière qui peut te mettre sur un ring. Bah, J'adore j'en avais ça. parlé avec Aaron Rami, il est pas du tout fan de Gunther. Ok. Il trouve il comprend pas son style, il apprécie pas son style, il comprend pas la hype autour de lui. Mhm. Moi, je la comprends. Ouais. Je m'interroge juste sur cette nouvelle gimmick de fossoyeur de légende. À un moment, ça va avoir ses limites. Ça a déjà ses limites. Ça a déjà ses limites parce qu'après Rey Mysterio, éventuellement Brock Lesnar s'ils reviennent sur leur plan, CM Punk. CM Punk aussi c'est vrai. Ah, il y a Randy Orton. Bah, en vrai, il y a de quoi faire sur les années à venir. Il y a de quoi faire. 2026, pour moi, c'est un peu la fin de Orton, ou l'année prochaine, de WrestleMania 27, pour moi, c'est la fin. Hein. Après, j'ai vu que son contrat, il durait 4 ans. Il a que 46, enfin, il a déjà 46 ans. C'est long. Et j'ai vu là, hier, comme quoi il voulait encore continuer ses 4 ans. Je fais non, Orton. Bah, vu le style qu'il a, il pourrait. Il peut. C'est pas quelqu'un qui va te faire des prises de malade non plus. Donc, Ouais, après, pas catcher tous les jours non plus. ouais. Quand ça se voit, il se blesse. Déjà, on le voit beaucoup moins. Oui, c'est vrai. Il catch moins. C'est vrai. Voilà, Orton sur un ring, c'est quand il veut, quoi. Donc, faut se dire ça. Rey Mysterio, j'ai pas l'impression qu'il a envie de prendre sa retraite, lui. C'est très bien. Si, hein, c'est très si bien. quelqu'un doit le mettre à la retraite, ce sera son fils, Pour moi, oui. Dominique Mysterio. Pour moi, ouais, c'est un peu la conclusion qu'il doit y avoir entre les deux. Genre, ils en parlent encore, hein, ils arrêtent pas de s'insulter, les deux, c'est assez marrant. Et Brock Lesnar, je sais pas. On sait pas s'il est vraiment à la retraite. Peut-être qu'il est pas à la retraite, on sait pas, en fait. Y a rien... Après, Lesnar, c'est pas quelqu'un qui parle. Il y a quand même une tradition dans le monde du catch, c'est que quand tu déposes tes bottes sur le ring, Hmm. pour moi, il y a des traditions à respecter. Après, il y a le Taker, il a pas respecté. Hein. C'était que, ouais. Après, Taker, c'était sous Vince McMahon, donc Vince McMahon, on sait très bien que Ouais. s'il veut revenir sur ses décisions, Taker, il il le fait, hein. a pas. Après, non, c'est plus Taker. En fait, il a vu le match, il s'est dit non, je peux pas terminer sur Non, cette c'est note. ça, exactement. Donc, il s'est dit, je vais revenir, tu vois, on va être sur tout ça. Mais voilà, Taker, il n'a pas non plus respecté. Et, je sais pas. C'est vrai qu'il y a une tradition, mais je me dis, pourquoi pas. Hein. Lui-même, Brock Lesnar a toujours voulu affronter Gunther. Hein, il a toujours dit, c'est un opposant qu'il a toujours voulu avoir. Et ça peut être une belle fin. Après, je vois pas Lesnar abandonner. C'est bizarre. Après,
Tu sais, je t'aurais dit aussi, je vois pas Lesnar pleurer, et pourtant il a pleuré à WrestleMania 42, tu vois. Je me dis, putain, c'est très fou. Après, c'est vrai que pour moi, c'est mieux qu'il prenne sa retraite là, hein, à Mania 42. C'était le moment parfait face à Obafemi en le Oui, mettant en avant. passage de flambeau. C'était fou. Cody Rhodes, alors arrivé triomphal en 2022, lui qui a beaucoup galéré à la WWE, on se rappelle de Stardust évidemment. Mhm. Il est parti sur les Indies, il a fait la AEW, ça s'est pas très bien passé pour lui à la AEW. Mhm. Ça se passe beaucoup mieux maintenant chez Triple H. Mhm. Mais on sent on commence à exaspérer les fans là, hein. Tu penses quoi de Cody Rhodes? Alors, Est-ce que pour toi c'est le nouveau visage de la WWE? moi, j'aime beaucoup Cody, honnêtement. On dirait pas, hein, mais je le kiffe vraiment. Hein. Je trouve que c'est l'un des personnages les mieux réussis. J'ai aussi une attache parce que je l'ai suivi après son parcours WWE. Je l'ai regardé un peu sur les indies et ce qu'il proposait, c'était fou à la NWA et tout. Mhm. Franchement, c'était assez chouette à regarder. Un de ses matchs face à Nick Aldis, j'adorais. Hein. Voilà, faut dire les termes. Et, euh, Cody, là, son retour, c'était bien quand. En fait, Cody, les gens ils aiment bien dire qu'il est bon quand il chasse le titre. Mais quand il est champion, ça devient ennuyant directement. Et pour moi, Cody, je le considère un peu comme un politicien, on va dire. C'est-à-dire, c'est comme pendant les élections, vas-y, c'est sympa à voir. Et puis quand t'es là, bah, ça devient nul un peu. Mais après, il faut ce genre de face un peu ennuyant et tout. Ce souci, c'est qu'on lui a pas donné des rivalités un peu folles. Sauf face à Kevin Owens. Et là, ça aurait pu être avec Randy Orton, mais bon, ils ont réussi à gâcher ça aussi. Ils n'ont pas donné des rivalités de malades mentales qui te disent waouh, putain, Cody Rhodes, quoi, dinguerie et tout, le super-héros qui arrive à parvenir de tout ça. Je pense là, on est arrivé au point, surtout là, vu comment il a agi à WrestleMania 42, on est arrivé au point où il est obligé de faire un changement de shift, être tuner, pourquoi pas, Mhm. un peu Homelander Cody Rhodes, pourquoi pas. Pour moi, c'est le truc vers lequel il doit se diriger, et là, on voit qu'il va peut-être se diriger vers Punk. Je vois pas Punk en heel. Moi, c'est Rhodes qui est clairement un peu heel dans cette storyline-là. Donc, à voir comment ça va se passer. Mais ça commence à devenir long, effectivement. Et on termine avec une touche belge avec Ricky Sosa. Ah. Donc phénomène du catch francophone. Tu le connais. Ouais. Vous avez grandi dans le même endroit, dans le même quartier, plus ou moins. Alors, c'est un de ses meilleurs potes qui habite là, et du coup, forcément, il connaît un peu mon quartier aussi derrière. Ok. On va dans la même salle, par exemple. Donc il est souvent à la Bodyzoy Factory. Ouais. Récemment, il a signé avec TNA. Déjà, tu penses quoi de Ricky Sosa et surtout, comment tu as réagi à cette signature dans une fédération qui est quand même bien cotée aux États-Unis et qui est en partenariat avec la WWE? Ouais. Bah, Ricky, mais quelle ascension. Je l'ai connu il y a... Vous avez le même âge en plus. Ouais. Je l'ai connu il y a 3-4 ans, quand il catchait encore à la Comic-Con avec la World Catch League à l'époque. Et depuis, du coup, Ricky, je vois l'ascension vers les shows français, vers l'Allemagne avec la VXV, la Bodyzoy aussi. Et là, tu le vois au States avec sa musique aussi qui a percé Oui. de 40 Sosa 000 de gangs. 40 000 gangs. Ouais. C'est fou de se dire ça, cette ascension-là à 21 ans. Et ce qui est bien, en fait, c'est qu'il a encore les pieds sur terre. Ça qui est cool, c'est que. Enfin, je discute souvent avec lui, hein, et quand tu discutes avec lui, ça se voit, il a encore les pieds sur terre. Lui-même, il est en train de se dire, putain, je suis à la TNA, genre, what the fuck. Genre, j'arrive pas à me dire que ce mec est à la TNA. Tu vois, en mode, le mec, je le vois comme ça, je me dis. La TNA, c'est un choix judicieux parce que ça peut lui permettre de continuer à faire les indies. Mm. Moi, ma seule crainte, alors on sait qu'il y a un partenariat avec la WWE, donc il a un pas d'aller à NXT par exemple. Mhm. Et il y a un autre Belge du côté de NXT, Mighty Vecchio, maintenant Mhm. Dorian Van Dux. Mhm. Ma seule crainte avec Sosa, c'est qu'on le réduise à un thème d'entrée, comme on a fait Yeet Movement avec Jey Uso. Ouais. Donc voilà, donc s'ils arrivent à gérer ça, moi je pense qu'il peut faire une très bonne carrière à la TNA. Ouais. Mais il faut faire attention en fait au phénomène de mode. Parce que des lutteurs qui ont été réduits à une catchphrase ou à un thème d'entrée, il y en a eu beaucoup. Ouais. Et en fait, il faut pas rentrer dans ce jeu-là parce que c'est tentant hein, pour le merchandising, pour avoir des mouvements de foule, etc. Mais faut pas négliger aussi la partie... L'aspect in-ring, oui. l'aspect histoire. Bah, pour le in-ring, il a l'air de prendre. Oui. Il est quand même plus d'un mètre 90. Hein, il arrive à faire des trucs de high flyer. Tu te dis, ouais, tu vois pas tout le monde faire ça. Il a quand même un certain physique derrière. Il arrive à capter un peu son public quand il catch. Et c'est pas en mode, vas-y, on l'a pris juste pour son thème. Non, il non, est ouais. nul sur le ring. Hein.
C'est Ah, c'est un très bon seller. c'est un très bon, J'ai ouais. vu le Pile Driver qui s'est fait, qu'il a pris de Eric Young. Il l'a très très bien Ah vendu. ouais, 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 donc tu te dis, c'est pas rien et même sa personnalité, enfin, les gens viennent le voir et prendre des photos avec lui. Le mec, il a vraiment un engouement de malade et même auprès des catcheurs, ça se voit, il est apprécié, derrière. Si je dois définir Ricky honnêtement, il est humble. Il reste humble, les pieds sur Ah, terre. ça me plairait de faire une interview de lui. Franchement, quand tu veux, si tu veux, je lui en parle par message, Ah à bah la écoute, limite. vas-y. Et non, c'est un mec humble qui a les pieds sur terre toujours et qui sait, ce qui est important et ce qui n'est pas important, surtout la famille. Je sais que c'est quelque chose Il est qui surtout le la démonstration d'un catch francophone en ascension. ouais. Donc là, ça montre quand même qu'en 20 ans, le catch a fait du chemin ici. Ah, littéralement. C'est pour ça que je disais, la PC et tout, pour moi, il y a 10 ans, c'est parce que c'est ce qui est devenu aujourd'hui la PC. La Bodyzoy, Banger Zone aussi, c'est pas ce que c'était non plus à l'époque. Les catch, enfin, les compagnies de catch francophones, c'est plus ce genre de truc un peu truc de foire. Il y a du Mhm. catch qui se passe là et t'as juste des colosses qui viennent se battre. Enfin, un peu kitsch, quoi. Là, aujourd'hui, c'est vraiment devenu un truc sérieux. Et c'est pour ça que je dis toujours, faut faire attention aux talents belges. C'est toujours un peu les meilleurs faits derrière. Là, on le voit, hein, on le voit avec Ricky, on le voit avec Dorian. Effectivement. Et faut pas croire. Genre, allez, que ce soit pas que dans le catch, hein, même en général, même en termes de musique, Angèle, Stromae, Ah oui, Damso. ce truc très fâcheux. On est belge, mais dès qu'on a du succès, on est des artistes francophones. On Ouais, nous invisibilise ouais, totalement. ouais. Ça, c'est chiant. Ça, c'est chiant alors que chiant. c'est belge, tu vois. Arrêtez de vous approprier nos Ouais, succès. mais clairement. Genre, Lost Frequencies aussi, il est belge. Et pourtant, j'ai vu qu'il avait genre 20 millions d'auditeurs. Je me dis, what the fuck, ça vient de chez nous, genre. Et non, mais t'as plein de talents belges comme ça. Jean-Claude Van Damme aussi, dans les films. Mais la Belgique, on doit vraiment mettre un point d'honneur sur la Belgique, mettre la Belgique sur la carte du divertissement, que ce soit en tout genre, en fait. Voilà. Clap de fin pour le face-à-face. On passe au Vous connaissez-vous, vous. Bonsoir et bienvenue sur le plateau de Vous connaissez-vous vous. Donc, vous connaissez-vous, vous, ce sont des questions simples, des réponses courtes. Pour mieux te connaître, on commence par ton catcheur préféré. C'est l'Undertaker, ça. Voilà, basique, simple. Ta catcheuse préférée. Becky Lynch, Ta tag team préférée. la DX. Ton rituel avant de regarder un show. Alors moi, avant de regarder un show en direct, en général, c'est quand c'est à 2 heures du matin, je m'achète, on s'est moqué de moi pour ça il y a pas longtemps en live, je m'achète des nouilles instantanées, j'ai ma Monster et j'ai mes chips. Ça, c'est mon rituel depuis 5 ans. Et ça suscite la moquerie. Ah bah, Kouro s'est moqué. Pour moi, c'est la base. Kouro et Leeds Lewis et Café Catch et tout, les Ah. la loi du catch se sont moqués de moi. Donc, Pour moi, la Red Bull, c'est indispensable pour tenir jusqu'à 4h, 5h du ça, matin. c'est hein. sûr, ouais. Ça, c'est sûr. Ton thème favori. Enfin, le theme song Oui. Metalingus Edge. Ta stipulation préférée. Alina Sell Ok. Ton premium live event préféré. Pas une édition particulière, mais le nom d'un show. WrestleMania, tous les. Un hobby ou une autre passion que le catch. Ah oui. Bah, du coup, ici, la musique, la danse, la technologie et la politique. Du coup. Ce que tu aimes faire pour te détendre. Regarder une série. Ton artiste ou groupe musical préféré. Ah, waouh. Mon chanteur préféré, c'est un chanteur russe, il s'appelle Sergei Lazarev. Voilà. D'accord. Ton film préféré. C'est cliché si je dis Harry Potter. Non, non. Je contredis jamais les invités. Ils disent ce qu'ils veulent. Ta série préférée. Suit, avocat sur mesure. Ah, d'accord, très bien. Le lutteur que tu trouves sous-coté. Actuellement, elle est Knight. Le catcheur que tu estimes surcoté. Je crois que je vais me faire des ennemis. Stone Cold Steve Austin. Ah ouais, d'accord. Ouais, 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 Ok. ouais. Pour moi, c'est trop surcoté. Alors que pourtant, Ellen Knight, c'est une forme de C'est- Steve Austin. Ouais, je sais. Sauf que Steve Austin, ça a duré trop peu de temps. Pas par sa faute. Hein. Le lutteur le plus mal utilisé selon toi. Je vais pas répéter les Knight. Ellen mais- Knight. mais allez, Drew, je dirais. Ah oui, Ouais, aussi. Drew. Un catcheur ou une catcheuse dont tu ne comprends pas la hype. Mhm. Excellente question, ça. Attends, je réfléchis à toutes les catcheuses qu'il y a. À un moment, je t'aurais dit Io Sky. Hein.
Mais là, maintenant, je l'apprécie. Ok. Ouais, mais à un moment... Rhea Ripley aussi à l'époque. Mais là, ça va maintenant, du coup. Pour l'instant, je dirais... je sais pas. Ouais, Ok. à l'époque, c'était ça, mais plus maintenant, aujourd'hui, donc voilà. La rivalité qui t'a le plus marqué? Ah, ça... Edge Undertaker 2008. Ah oui, avec le Hell in a Cell à SummerSlam. Ouais. Ce que tu aimes le plus dans le catch? Je préfère plus les storylines que le in-ring, honnêtement. Ce que tu aimes le moins dans ce divertissement sportif? Les fans sur les réseaux. Et j'allais dire... Je pensais vraiment me dire ça, je me suis dit, est-ce que ça doit être un truc dans le catch Pas même nécessairement. les fans, je dirais pas, mais... Ouais, allez, on va dire. Plutôt qu'on nous prenne pour des cons. Enfin, que la compagnie nous prenne pour des cons. Le catcheur ou la catcheuse qui te manque le plus? Ah, j'ai envie de te dire l'Undertaker. Et pourquoi pas Beth Phoenix? J'aimerais bien la revoir à la WWE. Moi, de mon côté, j'aurais dit Bray Wyatt. Ah, c'est vrai. Le plus beau souvenir que tu as vécu en tant que fan de catch? WrestleMania 40. Ton WrestleMania préféré? De tous les temps, je vais pas dire 40, sinon c'est cliché. J'ai adoré le 33. Ta plus grande fierté? Peut-être là où j'en suis aujourd'hui, d'avoir un diplôme, un bachelier déjà pour l'instant, donc c'est cool. Ton plus grand regret, s'il y en a? De ne pas avoir commencé plus tôt sur TikTok. Et enfin, ce que tu veux qu'on le retienne de toi si l'aventure Catch by Abby s'arrête? Que j'étais une fille avant tout passionnée qui partageait sa passion. Voilà. Dernière rubrique de cette émission, le complètement curieux. Alors, j'avais pas les droits pour appeler ça le Fast and Curious, hein, ça appartient à Combini, mais on Ah. trouve toujours des petits trucs pour se débrouiller. Mhm. Donc, deux choix impossibles. Instagram ou X? Instagram. Instagram ou TikTok? Instagram. YouTube ou Twitch? YouTube. Raw, oui, ou SmackDown? SmackDown. In-ring ou storytelling? Storytelling. Face ou heel? Il. Gagner le Royal Rumble ou le Money in the Bank? Le Royal Rumble. Tomber ou soumission? Soumission. DX ou NWO? Oh là là. Oh là là. Bah, je vais dire la DX, mais putain, la NWO, c'était fou. Hein. SmackDown versus Raw ou WWE 2K? SmackDown versus Raw. GLE à 100 000 balles ou putain de CLA de merde? Excellent ça. Ah non, mais moi je joue en GLE hein, à plus de 100 000 euros et pas une putain de CLA de merde. Encore une autre référence très sombre d'internet. Tung 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 Saour ou Ballerina Cappuccina? Ballerina Cappuccina. Grosse compagnie ou scène indépendante? Que j'aime regarder ou. C'est comme tu veux. Soutenons les scènes indépendantes. Voilà, je dirais ça. Bon sur le ring ou bon au micro? Bon micro. Film ou série? Série. Cinéma ou Netflix and chill? Netflix and chill. Petite salle ou arène? Arène. Arène ou stade? Arène. Steel Cage ou Hell in a Cell? Elena Nacelle. NXT Black and Gold ou NXT 2.0? Alexis Black and Gold tous les jours. Christophe Ajus ou Philippe Chéreau? Oh là là, je connais les deux en plus, je peux pas. Ouais, je peux pas. T'as droit à un joker. Ah, je vais prendre le Joker pour le coup, allez. Et enfin, Abibata ou Abi? En privé, je préfère Abibata. Et j'ai un autre complètement curieux, un peu spécial. J'ai reçu Aaron Rami. Et Aaron Rami, pendant 1h30, n'a cessé de déverser sa haine de la AEW. Ok, d'accord. Et du coup, moi, je te propose un versus. Mhm. Un catcheur de la WWE ou un catcheur de la AEW. Let's go. J'ai essayé de faire en sorte que les profils correspondent pour que voilà, ça ait du sens. Mhm. Et on commence avec Cody Rhodes ou Swerve Strickland. Oh non, je veux pas là. T'auras le droit à 3 jokers pour la séquence. Je vais dire Cody, allez. AJ Styles ou Kenny Omega. Putain, putain Je c'est t'avais les dit, ça va être pires. chaud, hein, je l'avais dit. hein. Oh non, mais c'est les pires. Mais j'adore les deux, quoi. Allez. Mais G-Styles, que je le kiffe. Putain. Becky Lynch ou Mercedes Moné. Ah, Becky Lynch. Les Usos ou les Young Bucks. Les Young Bucks sont trop arrogants, je vais dire les Usos. Les Street Profits ou FTR. J'aime pas FTR. Charlotte Flair ou Tony Storm. Charlotte Flair. Johnny Gargano ou Tommaso Ciampa. Thomas j'aime pas. Obafemi ou Keith Lee. Ah, j'aime pas Kisly. Oh, bah, Femi. Randy Orton ou Adam Copeland alias Edge. Bah, Cope, du coup. Donc, C'est voilà. vrai qu'on l'appelle Cope. Ouais, maintenant. ouais, ouais. CM Punk ou MJF. Oh non, mais Punk, c'est un de mes catcheurs préférés en plus. Mais MJF, c'est Ah, quelque mais chose. MJF, c'est fort. Allez. MJF, enfin, CM Punk, c'est vraiment mon 4e catcheur préféré de tous les temps. Mais là, je vais dire MJF parce que c'est fort. Carmelo Hayes ou Ricochet. Ah, je sais pas. Carmelo Hayes. Javon Evans ou Kevin Knight. Kevin Knight. Sami Zayn, là c'est le duo des underdogs. Sami Zayn ou Eggman Adam Page. J'aime pas trop Eggman, donc Sami Zayn.
Undertaker ou Sting, bon, là. Voilà, Undertaker. Finn Balor ou Adam Cole? What? Adam Cole. Kevin Owens ou Kyle Fletcher? Non, putain, mais non. Ça match, hein, l'air de rien, les Ah profils. mais ouais, mais je suis en train de me dire, mais les deux, c'est... Allez, KO, quoi, pour le divertissement, quand même. Penta ou Andrade? Penta, ouais, j'adore. Braun Breaker ou Brody King? Oh, waouh. Allez, Braun. Jeff Hardy ou Darby Allin? Ah non, Darby, non. Moi, je le cancelle, Darby Allin, personnellement. Donc voilà, avec tout ce qu'il a fait, pour moi, c'est Jeff Hardy. Seth Rollins ou John Moxley? Rollins. Finn Balor ou Will Ospreay? Will Ospreay aussi, c'est contestable dans sa vie privée, mais allez, je vais dire Will Ospreay, il est bon. Shinsuke Nakamura ou Kazuchika Oh Okada? non. Ah non, j'adore les deux, putain. Ah non, pas de Rainmaker. Katsushika pour l'instant, allez. You bitch! Brock Lesnar ou Bobby Lashley? Je sens que cette question va me faire cancel, je le sens. Putain, pour moi, les deux sont comparables et pas comparables en même temps. Je vais te dire Bobby Lashley, hein, mais voilà. Ilya Dragunov ou Pac et Kay Neville? Ouais, Pac très fort. Même si j'adore Dragunov, hein, mais Pac. Hein. Drew McIntyre ou Claudio Castagnoli? Drew. Gunther ou Samoa Joe? Ah, les deux, c'est vraiment... Ouais, c'est la même personnalité. Gunther. Rey Mysterio ou Bandido? Oh, waouh. Rey Mysterio, en vrai, la légende. Le duo de Comic Relief, Joe Hendry ou Orange Cassidy? Oh, putain. Orange Cassidy. Là, c'est les managers, Paul Heyman ou MVP avec le Hurt Business? Paul Heyman tous les jours. Rhea Ripley ou Marina Shafir? Ah, Marina très forte. Hein. Ah. Allez, Rhea, allez. Et enfin, l'OTC Roman Reigns ou Bryan Danielson? Oh my god. Oh my god. Ah, j'acknowledge Roman, les gars. Hein. Ah, je suis désolée. Mais Bryan Danielson, très très fort. Mais après, il catch plus actuellement. Acknowledge me. Cela conclut cette émission. Et il y a toujours un rituel, il y a le mot de la fin. Donc c'est l'invité qui dit ce qu'il veut, une carte blanche. Si tu as une pensée, quelque chose, n'hésite pas. Vas-y, c'est ton moment. Oh, on me dit parle et je sais pas quoi dire. Bah, ce fut chouette. Franchement, ce fut chouette. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté. Mais de mon rien, invitation. franchement, ce fut vraiment cool de parler de catch pendant plus d'une heure. C'était de revenir un peu sur mon parcours. Ça fait bizarre en fait de me dire ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Oh putain, ouais, en vrai, c'est quand même fou de se dire ça et que c'était quand même assez public. Et non, j'ai adoré ce concept-là. J'ai kiffé vraiment et ça va peut-être permettre aux gens de me connaître un tout petit peu plus. Et ça, C'est le but. ça je C'est le kiffe. but. Ah oui, non, ça j'adore et tout. Et j'espère que les gens vont pas mal le prendre. Peut-être qu'il y a certainement certaines contradictions que j'ai pu avoir, comme par exemple Stone Cold et les Knights, par exemple. La vie est faite de contradictions. de toute Ouais, façon. oui, voilà. Donc après, si je peux m'expliquer sur Stone Cold, c'est juste, pourquoi est-ce que je dis surcoté dans ce sens-là? C'est parce que les gens, ils aiment bien le mettre dans le meilleur de tous les temps. Et pour moi, tu peux pas mettre Stone Cold dans les meilleurs de tous les temps, parce que sa carrière est trop courte, en fait, que pour le considérer dans l'un des meilleurs. Et ça qui m'énerve, en fait. C'est pour ça que je dis qu'il était surcoté, mais pourtant, quand tu regardes Stone Cold, en termes de match, ce qu'il a fait, face à Bret Hart, par exemple, au WrestleMania 13, pour moi, c'est un des matchs préférés de Stone Cold. Hein, donc, je respecte le catcheur en tant que tel. Mais voilà, si je peux déjà m'expliquer sur ça, comme ça on vient pas me cancel sur Twitter, ça m'est déjà arrivé que je retourne sur Twitter quelques fois. Donc voilà. Abby, un grand merci d'être te prêter au jeu dans Famille sur Dynamic One. Je rappelle que vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux, donc Instagram, TikTok, YouTube et Twitch, Et Twitch, occasionnellement. quand j'ai le temps. Beaucoup de succès pour la suite. Merci. Et courage aussi pour les études Merci. cette dernière année et Ouais. ton Erasmus à Bordeaux. À Bordeaux, ouais. Voilà. Du coup, je vais me retrouver en France cette fois. Donc je te souhaite de l'épanouissement, Merci. tant pour tes études, la vie professionnelle que pour ta passion pour le Merci. catch. Merci. C'est ainsi qu'En Famille se conclut. Vous savez, j'aime pas faire des promesses et vous dire qu'on va se revoir. On va partir du principe que cette émission est la dernière. Donc sur ce, à ciao. Bonsoir. Bisous.